Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette septième rencontre engagée de la métallurgie. Nous avons le plaisir ce soir d'avoir à nos côtés Isabelle Barthès, secrétaire générale adjointe d'Industrial Europe, Jérôme Créel, directeur du département des études à Sciences Po et à l'OFCE, et professeur associé d'économie à l'ESCP. Nous avons également la chance d'avoir Stéphane Destuc, secrétaire général de la FG2M CFDT, et Fabrice Nicou, président de la CFE-CGC Métallurgie. Donc, le débat de ce soir a été organisé à la suite de la publication du rapport Draghi à l'automne 2024. C'est ce qui nous a donné l'idée du débat de ce soir, compte tenu de l'importance de ce rapport, des débats politiques qu'il a suscités et aussi de l'émoi, des questions aussi qui ont surgi à travers la publication de ce rapport. Donc, Jérôme nous en donnera dans quelques instants les principaux traits, les principaux aspects sur lesquels chacun, évidemment, aura la possibilité de réagir. Mais juste avant peut-être de regarder ce rapport, je voulais partager avec vous certains slides d'un article du New York Times qui date d'il y a quelques jours et qui, vu de la fenêtre des États-Unis, se posait la question de l'écart entre les États-Unis et l'Europe. Donc je vous ai passé le texte, mais simplement j'ai repris les illustrations de cet article. Donc le premier graphique de l'article montre la montée en puissance de la Chine qui dépasse en valeur du PIB les États-Unis. Le second montre du coup que les États-Unis ont perdu leur rang de puissance économique mondiale numéro 1 au profit de la Chine, et donc se retrouve désormais numéro 2. Le troisième graphique montre que les États-Unis, lorsqu'on regarde d'autres choses que le PIB, tel que l'espérance de vie, en haut à gauche, passent de la 19e place à la 29e place parmi 39 économies les plus avancées au niveau mondial. En matière de dépression, ils sont passés à la 32e place. Dans les inégalités, ils sont restés assez stables à la 13e place. Et en ce qui concerne la satisfaction vis-à-vis de la vie, là encore, les choses se sont dégradées. Ce même article montre aussi qu'en matière de décès des enfants, les États-Unis sont très mal placés. Il en est de même pour le taux de meurtre, le taux de suicide, le taux de mort lié à l'usage de stupéfiants. Et il y a encore quelques autres critères qui sont ainsi montrés. Et donc là où c'était, je trouve, assez intéressant, c'était d'avoir ce regard américain par rapport à l'écart qui peut exister quand on regarde le PIB tel qu'il peut être en Europe, l'Union européenne par exemple, et le PIB du côté des États-Unis. Donc un regard américain, bon, il s'agit du New York Times, donc évidemment c'est le quotidien ou un des quotidiens les plus progressistes du pays, mais voilà, ça donne quelques éléments, je pense, qui sont plutôt intéressants pour ce qui concerne notre débat. Premier temps de notre discussion de ce soir, c'est quelques éléments sur le rapport Draghi. Je ne suis pas sûr que tout le monde se soit tapé les 400 pages du rapport. Donc on a la chance ce soir, pour ceux qui n'auraient lu que un résumé ou un article, de pouvoir partager de manière un petit peu plus détaillée qu'un article les principales lignes de celui-ci. Je vous laisse... Ah oui, pardon. Merci. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Alors je vais juste commencer par prendre le contre-pied de ce que vous venez de dire sur le PIB des États-Unis. Alors on va pas, je vais être un peu genre je fais court sur le rapport Draghi, donc je vais essayer d'être bref et puis après vraiment il faut me pousser dans mes retranchements.
Voilà, donc 10 minutes, je sais. Donc là où je voulais tout de suite, ce par quoi je voulais tout de suite commencer, c'est d'avoir une petite cartographie des PIB, du PIB mondial et de sa répartition. Et donc, selon ce que moi j'ai trouvé chez Visual Capitalist, qui est basé sur des données du Fonds monétaire international, les États-Unis ont toujours le plus gros PIB au monde, 30 trillions de dollars courant contre 20 à peu près pour la Chine et puis 20 pour l'Union européenne. Donc déjà ça, bon, donc la Chine est parfois devant, les États-Unis sont parfois devant, ça dépend comment on calcule et sur quelle base on calcule le PIB. Est-ce que c'est un dollar courant ou un dollar qu'on a calculé de telle sorte à ce qu'il accorde le même pouvoir d'achat aux États-Unis qu'en Chine? Et généralement, quand on fait ça sur la base d'une parité des pouvoirs d'achat, le PIB de la Chine est plus élevé que celui des États-Unis. Réaliser $1 de production aux États-Unis vous permet de dépenser beaucoup moins aux États-Unis qu'en Chine. Bon, voilà, donc c'est la raison pour laquelle c'est classé 1, 2, etc. Bon, les États-Unis sont quand même toujours en haut et la Chine est toujours en haut. Et puis nous, on est un peu derrière. Et puis surtout, on est petit. Enfin, on est 20 trillions à nous tous, certes, mais l'Allemagne est la 3e économie mondiale, le Royaume-Uni doit être la 6e, la France la 7e, et le Royaume-Uni est plus dans l'Union européenne par ailleurs. Donc ça fait que je pense que c'est quelque chose aussi à avoir en tête quand on va discuter de nos performances par rapport à deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis, c'est que séparés, on compte pas beaucoup dans la création de valeur mondiale. Alors, j'ai 10 minutes pour présenter le rapport Draghi. Donc, je vous rassure, j'ai lu que le tome 1, parce que le tome 2 m'a paru un chouïa trop long. Mais je pense qu'avec le tome 1, j'ai la substantifique moelle. Donc, vous savez qu'il a été commandé par la présidente de la Commission européenne en septembre 2023, remis à la même présidente renouvelée de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en septembre 2024. Donc c'est quand même un rapport qui est destiné à la Commission européenne et qui est destiné pour la Commission européenne à rentrer en négociation avec les États membres pour favoriser des impulsions européennes de politique économique, de politique industrielle. Donc c'est pas un rapport grand public. C'est pas fait pour ça. Il n'a pas fait tant parler de lui que cela en France. Il n'y a pas beaucoup de retours. Il y en a sans doute plus dans la sphère anglo-saxonne et sans doute en Allemagne, dans la mesure où en Allemagne, ils ont retenu qu'une chose, c'est qu'on allait leur demander de faire plus de dépenses publiques et surtout en commun, solidaires, et ça, ils sont contre. Donc l'idée, c'était de proposer des améliorations dans l'Union européenne, les 27 États membres, en termes d'innovation, de décarbonation, de sécurité et de croissance économique. Et il y a toute une flopée de recommandations qui vont dans cette direction pour améliorer la compétitivité européenne, renforcer la souveraineté européenne, accélérer. Alors ce qui était dans le rapport Draghi, c'est accélérer l'union des marchés de capitaux, repris désormais par la Commission européenne et sous l'appellation de renforcer l'union de l'épargne et de l'investissement. Donc c'est de la sémantique. Les marchés, ça a fait un petit peu peur. Parler d'épargne et d'investissement, ça a l'air de rien. Et surtout, ça remet au centre les banques. Les banques qui auraient été au centre, qui seront au centre de l'union des marchés de capitaux, j'y reviendrai peut-être plus tard si jamais elle émergeait, mais qui là sont forcément au centre de l'offre d'épargne pour canaliser l'investissement dans ce qui améliorera la souveraineté ou l'innovation ou la compétitivité. La feuille de route de Mario Draghi, c'était de conserver le modèle social européen, sauf qu'il n'en dit pas un mot. Donc tout se fait à modèle social européen constant. D'accord. Alors qu'est-ce qui comporte comme piste de réforme, puisque c'était l'enjeu? Donc il faut renforcer l'innovation via le renforcement de la recherche et du développement. Il faut renforcer et promouvoir la décarbonation pour combattre le changement climatique. Il faut développer une politique industrielle dans 10 secteurs pour rendre l'Union plus compétitive par rapport aux États-Unis et à la Chine. Je ne vous cite pas les secteurs, mais l'IA y est, par exemple, dans numérique et technologies avancées, ça rentre dans la feuille de route. L'automobile n'est pas oublié, pharmacie et transport ne sont pas oubliés, et l'énergie et les industries à haute intensité énergétique ne sont pas oubliés. Il faut assurer la sécurité européenne par une politique de défense commune, encourager les investissements dans les infrastructures par un endettement en commun et améliorer les structures de gouvernance, vaste mot, en simplifiant et en concentrant la politique européenne peut-être vers ce qui est essentiel, la production de biens publics européens, au lieu de voir l'Union européenne s'occuper de tout
eh bien qu'elle concentre ses actions, notamment de promotion de l'investissement, vers la production des biens que, pris individuellement, les États membres ne veulent pas financer. Typiquement, un bien public, c'est la qualité de l'air. Personne n'a envie de financer la qualité de l'air parce que c'est pas rentable. Et donc, c'est pas rentable, évidemment, financièrement, c'est très rentable pour notre survie. Et donc, généralement, on passe par la puissance publique pour financer l'amélioration de la qualité de l'air, en finançant sur fonds publics des entreprises privées qui vont améliorer cette qualité de l'air. Donc on peut faire de la production de biens publics européens en termes de défense si on estime que pris séparément, on ne va pas faire les bons investissements en termes de défense, qu'on va avoir des normes différentes les uns des autres et que ce serait mieux qu'on le fasse en commun et qu'on ait des économies d'échelle. Mes commentaires sur ces propositions, bon, renforcer l'innovation par la recherche et le développement, ouais, classique, oui. On a une stratégie de Lisbonne qui a démarré en 2000, par laquelle au bout de 10 ans, on devait être la zone du monde la plus innovatrice de la planète grâce au renforcement de la recherche et du développement. On n'y est pas parvenu, on a rallongé la stratégie de Lisbonne et elle est toujours d'actualité. Il y a un objectif à 3% du PIB. Oui, qu'on n'a jamais atteint. N'a jamais été atteint, et en particulier pour la France, qui est à 2,3%, je crois. Oh, c'est possible. Donc, qui est bien en deçà. Voilà, donc bon, on continue. Sur le changement climatique, ben, on ne parle que de décarbonation, alors que le changement climatique a d'autres conséquences, notamment en termes de biodiversité. Je vais y revenir rapidement. Donc c'est une façon très superficielle d'envisager le changement climatique dans le rapport Draghi. Je vais vous montrer un peu en quoi on est déclassé par la Chine et par les États-Unis. La politique de défense commune, ça nous rappelle les années 50, quand on a essayé d'avoir une communauté européenne de défense, alors qui aurait été vraisemblablement sous l'obédience des États-Unis d'Amérique et dont le Parlement français, l'Assemblée nationale française, a refusé la ratification. Et donc, depuis, bon, on n'a jamais rien fait. Et donc, voilà. Donc, on reprend un peu cette ancienne de telle sorte à pouvoir être, en capacité de se défendre contre des envahisseurs qui sont pas loin de l'Europe, ceux qui envahissent l'Ukraine, par exemple. Encourager les investissements dans les infrastructures par un endettement commun. Alors ça, c'est la poursuite d'un grand programme post-pandémie, Next Generation EU, qui a consisté à mettre 700 milliards d'euros dans des investissements en commun, financés en commun, avec une participation solidaire. Mais vouloir renforcer ces investissements par des endettements en commun, dans le rapport Draghi, on ne sait pas comment l'interpréter. Est-ce que c'est le signe qu'il faut poursuivre un succès immense ou est-ce que c'est le signe d'un échec patent ? Parce qu'en réalité, on ne dépense pas l'argent de Next Generation EU et on est obligé de le réallouer à d'autres programmes. Vous avez sans doute entendu ce matin ou hier que la présidente de la Commission européenne allait mettre 200 milliards d'euros dans l'IA et les gigafactories. Ces 200 milliards d'euros viennent de programmes préexistants sur des fonds qui n'ont pas été dépensés. Donc, il pose la question de la légitimité de ces programmes, de leur efficacité et des raisons pour lesquelles on dit toujours qu'on va mettre beaucoup d'argent alors qu'en fait, on est incapable de le dépenser. Donc ça, c'est le dernier point, enfin l'avant-dernier point. Et puis, la simplification qui passe aussi par la volonté et le lobbying de certaines industries de renoncer aux exigences en matière de suivi réglementaire, notamment dans le domaine écologique, pour évidemment leur simplifier la tâche, les rendre plus compétitifs par rapport à leurs concurrents chinois et américains. Et voilà. Donc bon, ça peut se faire quand même au détriment de notre avenir. Je vais rapidement vous montrer ce qui... Enfin, le rapport Draghi est... J'en discutais avec des collègues ces 2 derniers jours et tout le monde a l'air d'être contre. Alors il faut le remettre dans son contexte. C'est vraiment pour essayer de donner une impulsion européenne à une famille européenne qui est plutôt en train de divorcer que d'avoir des projets en commun. Donc bon, c'est quand même l'avantage de ce rapport Draghi. Il y a aussi un constat économique qui est assez implacable. Emmanuel montrait à l'instant une forme de déclassement des États-Unis d'après le New York Times. Juste quelques statistiques pour vous montrer qu'au début des années 2000 en Europe, selon le rapport Draghi, le PIB créé par l'Union européenne était 17% en deçà de celui des États-Unis, que 20 ans plus tard, il est juste 30% en deçà. Que si on tient compte de différences de compétitivité et de pouvoir d'achat, on était au-dessus d'eux au début des années 2000 et on est 12% en dessous d'eux 20 ans plus tard. Et on s'est fait manger par la Chine, rattrapé par la Chine. Donc, effectivement, en termes de capacité de création de valeur, on a perdu des parts de marché.
Quand il s'agit de regarder si on est toujours capable de créer des parts de marché à l'exportation, ben dans les biens que l'on est capable d'exporter, ben on a perdu 3% de parts de marché, 3 points de pourcentage de parts de marché en une vingtaine d'années, là où la Chine en a gagné 13. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours capable de maintenir nos parts de marché dans les services. Moins dans l'industrie, mais dans les services, on le maintient. Donc il s'agit de services financiers, de services de tourisme, par exemple. Une autre difficulté qu'on rencontre en Europe et sur laquelle insiste le rapport Draghi, c'est le coût des énergies qui rentrent dans notre système productif. On paye notre prix de notre électricité dans le cadre de la production 158% au-dessus de celui des États-Unis. Le prix du gaz est 345% supérieur en Europe à ce qu'il est aux États-Unis. Donc forcément, la crise de l'invasion par la Russie en Ukraine a fait grimper le prix du gaz notamment, mais au détriment d'une seule partie du monde, l'Europe, pas les États-Unis. D'accord. Donc ça, forcément, ça pose des questions de compétitivité prix, en tout cas pour nos industries. Je vais vite. Un autre diagnostic implacable, c'est les interventions commerciale des différents États membres, des différents États de la planète depuis 2010, donc de 2010 à 2022. Donc ce qu'on voit sur ce petit graphique tiré du rapport toujours, c'est qu'entre 2010 et 2019, il n'y a pas beaucoup d'interventions en termes de protectionnisme ou de libéralisme commercial, ou de libéralisation commerciale. Avec la pandémie, ben vous voyez que ça remonte et la partie rouge augmente beaucoup plus vite que la partie bleue. Ce qui fait qu'on sait que depuis 2020, beaucoup de pays dans le monde vont recourir à des mesures protectionnistes pour défendre leurs industries, leurs services de la concurrence étrangère. Et ça met évidemment en porte-à-faux l'Union européenne qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas su réagir. Et donc on est loin de 2020 maintenant, tant mieux, on est loin de la pandémie, on est en 2025, on n'a toujours pas réagi. Et Donald Trump vient d'être réélu président des États-Unis et ça va mal, j'imagine qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Quelques points, et j'ai bientôt fini, Emmanuel. Hein, vous êtes gentil de ne pas me presser, mais je sais que je déborde. Alors, ce graphique montre là, cette fois-ci, alors l'importance de la Chine, mais aussi les raisons pour lesquelles Donald Trump il nous aime pas beaucoup. Parce que s'il y a une zone du monde vers laquelle on est capable d'exporter plus qu'on importe, nous, Européens, c'est les États-Unis d'Amérique. On a un excédent commercial qui a grandi par rapport aux États-Unis d'Amérique, et c'est pour ça qu'on est dans la ligne de mire. Par rapport à la Chine, là, c'est sûr qu'on a un sacré déficit commercial par rapport à eux, et il s'est profondément intensifié au cours des dernières années. La Chine prend de plus en plus de place. Et je termine avec notre dépendance à la Chine, justement. Là, c'est sur les technologies vertes rentrant dans nos capacités productives, donc le solaire, l'éolien, etc. Vous voyez, les barres oranges, c'est la capacité de la Chine à produire de l'éolien, à produire du solaire. Dans tous les domaines, ils sont quasiment, pas en situation de monopole, mais quasiment, quoi. Donc on est vraiment ultra dépendant dans notre transition écologique envers la Chine qui maîtrise la technologie qu'on leur a laissé maîtriser. Enfin, il y a aussi cette volonté de transformer, par exemple, nos automobiles pour qu'elles fonctionnent sur la base de batteries électriques, où là aussi, on est ultra dépendant des matières premières critiques qui rentrent dans ces batteries électriques, qui sont le cuivre, le nickel, le cobalt, le lithium, le graphite et les terres rares. Et là aussi, l'implication de la Chine est considérable. Graphite et terres rares, ils représentent plus de la moitié du marché mondial de l'extraction. Et à droite, ils représentent une part considérable de la production et de la transformation de ces matières rares dans le processus productif. On est ultra indépendant d'eux. J'ai presque fini. Juste vous montrer un travail que une collègue, enfin une stagiaire de l'OFCE a fait avec moi, Eugenia Zinovieva. Alors il y avait son nom en dessous, mais il apparaît plus. Donc, je suis navré pour elle. Donc Eugenia Zinovieva, une russo-américaine qui a passé quelques semaines à l'OFCE et qui a été répertoriée pour 5 grands métaux critiques. Les 5 plus grandes productions, donc les 5 plus grandes mines de cuivre, de nickel, de cobalt, de lithium et de terres rares,
pour à la fois à gauche nous dire où elles se situent géographiquement. Donc pour le cobalt, elles sont toutes en République démocratique du Congo, mais à droite, elle est allée chercher qui était le propriétaire de ces mines. Et les parties bleues, c'est la Chine. Donc la Chine peut ne pas apparaître dans la précédente slide à gauche de Mario Draghi. Le cobalt, c'est DRC, République démocratique du Congo. Et puis en réalité, c'est un tiers déjà des intérêts chinois. On est ultra dépendant. Et je termine là-dessus. On a le rapport de Mario Draghi va déboucher sur quelque chose, mais pas sur peut-être la bonne chose. Alors, la bonne chose, c'est qu'il y a, en 2019, la Commission européenne s'est lancée dans un pacte vert pour essayer d'assurer l'accélération de la transition écologique, et que ce pacte vert était sans objectif prédéfini ou vraiment très diffus. Et donc, avec des collègues à l'OFCE, Éloi Laurent et Emma Lavessière, on a créé ce radar du pacte vert pour essayer d'avoir les 4 orientations différentes du pacte vert. Et je voulais vous le montrer d'une part parce que c'est l'état des lieux à la fin de l'année 2022 du pacte vert, la dernière année pour laquelle on avait des données. Si on avait du 100%, ça voudrait dire qu'on aurait pour ces années-là rempli tous les objectifs qu'on s'était assignés à cette date. On en est loin. On est vraiment loin du 100%. Et surtout, la Commission européenne a continué de considérer que la décarbonation était le seul moyen d'assurer la transition écologique, alors même que dans le pacte vert, il est question de biodiversité, il est question de gestion de notre pollution, et il est aussi gestion de notre agriculture. Et dans ce domaine-là, on est très en retard. Donc on nous dit on va faire de la décarbonation. C'est le seul truc qu'on a réussi pour l'instant à savoir faire et qu'on va poursuivre. Et je finis avec cette boussole de la compétitivité. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Ouais. Alors, merci beaucoup en tout cas. Non, c'est plutôt ça ce qu'il me faudrait. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. La question du coup que j'ai, c'est pour toi Isabelle, pour Fabrice et pour Stéphane, c'est vous avez d'un côté donc un diagnostic économique implacable, hein, pour citer Jérôme. À côté de ça, ce que j'avais présenté, hein, l'article du New York Times, il montrait une vision des choses, mais qui n'était pas uniquement économique. Hein. Donc la vision, elle était beaucoup plus large que ça. Ça renvoie à des débats sur comment mesurer la richesse, le bien-être, etc., etc. Hein, indice de développement humain, toutes ces choses-là. Donc voilà. Donc par rapport à ce qui vient d'être exposé, est-ce que vous les uns les autres? Oui. Tu me donnes la parole, donc je vais commencer. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je dirais que du point de vue de Bruxelles, un peu plus loin. Donc effectivement, ce rapport Draghi, c'est devenu un peu l'alpha et l'oméga. Je dirais que c'est un peu courant à Bruxelles. Il y a des rapports, il y a le rapport l'État, et puis historiquement, il y a toujours des rapports, mais et puis parfois, ces rapports, on les oublie. Là, celui-ci, c'est devenu presque la boussole. Derrière la question de la compétitivité, effectivement, comme tu le disais, c'est pourquoi faire ? Parce qu'effectivement, si cette compétitivité, enfin, si ce PIB, c'est le résultat de frais médicaux, parce que les gens sont stressés, parce qu'ils sont mal soignés, ils ne peuvent pas bénéficier d'une bonne prévention médicale, ou parce qu'ils ont dans leur garage 4 voitures. Donc il y a quand même déjà derrière un modèle sociétal auquel on n'est pas forcément on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes ambitions entre les États-Unis et l'Europe. En vaut pour preuve les choix politiques qu'on a fait avec le pacte vert, même si l'administration Biden a ensuite essayé de corriger le tir. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Mais surtout, d'un point de vue syndical, le sujet de la compétitivité, c'est peut-être un peu moins
un gros mot que du point de vue européen, la vision peut être différente entre le nord et le sud de l'Europe. Par exemple, la question de la performance des industries et des entreprises est quand même quelque chose globalement dans le nord qui est vu comme quelque chose auquel il faut porter une attention. Mais la question derrière cette compétitivité, et ça renvoie à la boussole sur la compétitivité, c'est comment on obtient cette compétitivité. Est-ce que c'est effectivement en rognant sur les droits des travailleurs et les droits syndicaux, ou c'est en investissant massivement dans la formation, dans l'innovation, et aussi en donnant une plus grande place au dialogue social. Et je pense que dans l'introduction que vous avez faite, on sent bien que la dimension sociale, même s'il est dit dans le rapport que cette compétitivité, on ne doit pas la poursuivre en diminuant les droits, les droits des salariés, on voit bien qu'on ne dit pas en tout cas comment on va faire en sorte de promouvoir les droits des travailleurs et les droits syndicaux. Donc de ce point de vue-là, on a de quoi, enfin, on s'inquiète. Alors le rapport Draghi, il est surtout à vertu ou à objet économique en fait. Il ne traite pas en effet du sujet social, si ce n'est de dire que pour préserver le modèle social européen, il va falloir qu'on gagne en productivité dans la mesure où on est dans un monde ouvert en fait. Parce que le sujet, c'est que si l'Europe toute seule n'avait pas besoin du reste du monde, et on s'est rendu compte qu'on avait un peu besoin du reste du monde pour plein de sujets, je pense que le sujet, l'interrogation serait pas tout à fait la même, et on ne se comparerait pas par rapport aux autres. Si on vivait en autarcie, un peu ce qui se passait dans les années 70, où chaque pays pouvait un peu faire tout seul, on faisait des télévisions en 70 en France, on n'en fait plus, le sujet se poserait moins. Il a le mérite quand même, ce rapport, même si le sujet social est en effet complètement absent, il a le mérite d'être dans la lignée, à mon sens, de ce que le rapport Gallois disait en 2012. C'est un peu dans cette même logique où il faut bien qu'on s'interroge collectivement, et en particulier en France, si on est capable de reconquérir une industrie. Et nous, la CFE-CGC, on porte une idée, une ambition, peut-être un rêve, peut-être qu'elle est utopique, mais pourquoi pas, qu'on traduit par un slogan qui est de dire « Industrie durable et souveraineté, construisons un futur désirable », pour exprimer qu'il nous semble que l'avenir collectif que nous avons doit passer par une reconquête de l'industrie, qui ne peut être qu'une industrie dite verte pour des produits durables, parce que je ne crois pas un seul instant qu'on réimportera la pollution qu'on a exportée. Plus personne ne voudra avoir des usines polluantes à côté de chez soi. Et que les graphiques le montraient bien, que dans un monde aussi tendu, où les tensions géopolitiques sont à un niveau qu'on a, à mon avis, rarement connu même avant, je pense même que ce n'était pas aussi tendu pendant la guerre froide. Parce que là, en plus, on est en train de se battre entre nous. C'est-à-dire, le monde occidental est en train de se diviser. Ce qui rajoute, au moment de la guerre froide, il n'y avait pas de guerre à ce point-là proche de nos frontières. Donc, dans ce monde-là, être capable de rester souverain, c'est-à-dire être capable de produire sur le territoire européen, je pense qu'il ne faut pas raisonner France, il faut raisonner Europe, tous les éléments qui sont indispensables à notre vie au quotidien, devient un élément absolument stratégique. Et mon sentiment, c'est que moi je décris souvent la souveraineté comme étant, ou l'autonomie stratégique, on peut employer les mots qu'on veut, finalement c'est la liberté de choisir notre destin. Si demain je suis dépendant de la Chine pour les terres rares, on peut toujours sauter comme des cabris sur nos chaises pour les voitures électriques, il n'y en aura pas. Puisque tous les métaux rares seront faits en Chine. Et si la Chine stoppe la livraison de ces métaux rares, dans une logique
guerre plus ou moins déclarée, et qui ne sera peut-être pas avec des armes, mais qui sera économique. C'est ce qui se passe comme entre la Chine et les États-Unis, où des puces sont interdites d'exportation en Chine, et ils arrivent à trouver des astuces pour faire mieux malgré tout. Si demain Taïwan est entre les mains de la Chine, je ne sais pas comment on fait pour avoir des puces sur le territoire européen. Et toutes nos voitures, tous nos smartphones, tout ça, c'est terminé. Donc, il nous semble en tout cas qu'on doit avoir comme leur boussole, je ne sais pas si c'est le terme de l'Union européenne, mais en tout cas la boussole, et pourquoi pas l'ambition, doit être de retrouver une souveraineté économique, industrielle sur le territoire européen. Et malgré tout, c'est un peu ce que dit le rapport Draghi. Et il dit que c'est la condition d'ailleurs pour être capable de préserver notre modèle social. Parce qu'en effet, comme vous le dites, ce n'est pas le tout de voir des PIB qui sont en croissance. Si c'est pour avoir des espérances de vie qui déclinent, on peut s'interroger à quoi ça sert. Mais peut-être faut-il d'abord avoir cette richesse créée. C'est quand même une des conditions, si ce n'est suffisante, au moins nécessaire. Stéphane ? Oui, c'est pas moi qui suis fait le Larsen. Oui, sur la compétitivité, moi j'aime bien de dire la compétitivité, pourquoi faire, quoi. Et puis après, alors compétitivité coût hors coût, et c'est ce que disait Isabelle. C'est ça, et c'est là qu'on dévisse sur les deux. Alors sur le coût, on sera peut-être toujours plus cher que les Chinois, du coup, du moins je l'espère. Si les Chinois nous rattrapent, c'est mal sur le coup, mais sur la technologie, par contre, ils nous ont largement dépassés. Et c'est là qu'on va encore plus décrocher. On prend l'automobile. Moi, je suis content de voir que le rapport Draghi, il n'oublie pas, mais sauf qu'on s'est complètement fait manger. Les véhicules électriques chinois, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est des mauvais véhicules. Et donc, on a un vrai sujet technologique en plus. Donc, et c'est là que c'est plus dangereux, parce que si on investit, je dirais, massivement sur l'innovation, on pourra rester compétitif. Si on n'investit pas là-dedans très massivement, mais du coup, on va se faire croquer complet. Croquer complet, d'autant plus que, autant en Chine, me semble-t-il, qu'aux États-Unis, c'est cadeau à tout va aux industriels. Que nous, tu le disais tout à l'heure, Jérôme, on s'y refuse. Voilà, donc on s'y refuse jusqu'à quand ? En tous les cas, les Chinois et les Américains, eux, ils ne se gênent pas. Donc ils font des cadeaux à bloc, du dumping, de la subvention, et on ne luttera pas. Et donc du coup, on décrochera, sauf si on a des super produits. Pour rebondir sur ce que disait Fabrice, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'au-delà qu'ils aient les terres rares, ils ont aussi la production. C'est aujourd'hui, les investisseurs batteries en France, ils sont chinois, entre autres. Donc du coup, ils ont et le matériau et la production. Et là, c'est encore plus compliqué. Si on sait produire et qu'ils nous coupent les terres rares, peut-être qu'on en trouvera ailleurs. Mais si on ne sait même pas produire et qu'en plus on n'a pas la matière, c'est compliqué. Alors, l'UE, elle cherche à réduire la dépendance. Il y a eu un livre blanc qui a été publié tout récemment sur le sujet, sur la question notamment des terres rares. Il y a des tentatives, effectivement, de tenter de se diversifier pour sortir de cette dépendance vis-à-vis de la Chine. Mais évidemment, ça ne peut pas se faire instantanément. Mais tu as mis le doigt sur pas mal de choses, notamment des questions de politique industrielle, comment la Chine elle a réussi à faire ça. On en parlera peut-être un petit peu plus tard lorsqu'on abordera la question du que faire, quelle réponse proposer, parce qu'on regardera à la fois la boussole de la compétitivité telle qu'elle a été proposée par la Commission européenne dans le prolongement du rapport Draghi il y a une dizaine de jours de cela, si je ne m'abuse. Et on aura l'occasion d'évoquer en contrepoint aussi ce qu'a pu faire la Chine et comment s'explique sa position super dominante dans les clean tech, par exemple, tel que ça a été montré tout à l'heure. Mais juste peut-être pour en revenir donc, au diagnostic qui est posé par le rapport Draghi, est-ce que vous avez le sentiment, et la salle peut intervenir, ceux qui sont en ligne peuvent aussi intervenir via le chat et leurs questions seront relayées, bien entendu, mais est-ce que vous avez le sentiment, en regardant les données et en prenant en compte les différents paramètres, qu'il y a un décrochage de l'Europe face aux États-Unis? Il y a la question du PIB, mais il y a les questions aussi purement industrielles.
Mais je voulais rajouter peut-être dans la discussion 2 ou 3 éléments. Le premier, c'est si on compare uniquement l'Europe et la Chine, on a une photo. Mais si on rajoute dedans le Canada, la Corée du Sud, le Japon, est-ce que le Royaume-Uni, est-ce que la photo est la même ou est-ce qu'elle est un petit peu différente? Ça, c'est la première question. Et j'espère bien avoir des réponses. Et au-delà de ça, ce que je voulais ajouter, c'est, on ne l'a pas encore abordé, mais le poids de la tech dans le PIB américain. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les boîtes de la tech représentent environ 10% du PIB américain, 6% des emplois. Donc, dans quelle mesure la tech ne jouerait-elle pas un rôle dans cet écart qu'on a pu constater si on regarde l'évolution du PIB nominal ou même du PIB en parité de pouvoir d'achat? Alors, j'ai quelqu'un qui veut tout de suite répondre, mais il y en a d'autres qui peuvent répondre aussi, bien entendu. Hein, la discussion est ouverte, hein, avec grand plaisir. Alors, comme j'étais... On m'entend encore? Oui. Je veux bien le petit clicker, s'il te plaît. Merci. Parce que j'avais justement trouvé des chiffres. Ah ben non, c'est pas dans ça. Justement sur comment est-ce qu'on se compare par rapport... Hop là, ça c'est de la pub, j'arrête, excusez-moi. Voilà. C'était justement mettre d'autres pays dans l'image un peu et comparer non pas l'Union européenne à la Chine et aux États-Unis, mais des pays de taille un peu semblable, du Canada au Royaume-Uni. Donc c'est des chiffres de PIB à nouveau. Et qu'est-ce que ça raconte, hein, je ne vais pas vous faire tout ça par le menu. C'est qu'à part 2 pays, ils ont tous à peu près les mêmes trajectoires. Ce n'est pas une preuve irréfutable que tout va bien ou que tout va mal. Mais c'est une preuve que voilà, on ne s'écarte pas trop, nous, du Canada, on ne s'écarte pas trop de la Corée du Sud, sauf si on est 2 pays en particulier, l'Italie et l'Espagne. L'Italie et l'Espagne sont les 2 sur ce graphique. Donc c'est rouge avec des étoiles bleues, c'est l'Italie qui voit son PIB baisser un petit peu avant de reprendre par la suite. Et puis il y a l'économie espagnole dont on nous dit grand bien ces temps-ci en disant que c'est le nouveau modèle, qui est le dernier de ma liste. Alors on pourrait se dire c'est parce qu'ils sont moins nombreux. Eh ben non, c'est pas parce qu'ils sont moins nombreux, parce que là c'est le PIB par tête. Et donc je pense aussi, pour relativiser le diagnostic implacable de Mario Draghi, et moi ce que je retiens du rapport de Mario Draghi, c'est qu'il essaye de nous réveiller. Alors il n'a peut-être pas besoin de nous réveiller, nous. Vous, moi, etc., on est peut-être à peu près conscients des limites du projet européen et de ses défauts. Mais à Bruxelles, ils sont un peu dans une bulle, et c'est bien parfois de leur mettre les chiffres bien en face. C'est eux qui les produisent, mais des fois, ils ne les regardent pas. Donc là, ils les ont regardés, et ils se sont dit, c'est vrai que peut-être qu'on est un peu loin, qu'on a des bonnes idées, on fait un pacte vert, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va survivre, c'est dans cette direction qu'il faut aller, et qu'en plus, si on est les premiers à le faire, peut-être qu'on aura des avantages comparatifs dans la production dans ces domaines, et qu'on gagnera des parts de marché, donc on fera un coup double, ce sera bon pour l'humanité, et en plus ce sera bon pour nos concitoyens, génial, sauf qu'on ne se donne pas les moyens de le faire, parce qu'on passe à l'électrique, sauf que l'électrique, on dépend de la Chine. Comme si on ne pouvait pas s'y attendre. Il y a 20 ans que la Chine progresse et qu'on prend toujours en considération le fait que la Chine, c'est des imitateurs. Non, c'est fini ça. Ce sont des innovateurs. La Chine met énormément d'argent dans la recherche et le développement. Et l'un de vous le disait tout à l'heure, leurs voitures électriques, elles sont tip-top. Elles sont de qualité mondiale. Donc il faut arrêter aussi de se dire on est toujours meilleur que les autres. On a les bonnes idées, mais on ne se donne pas les moyens. Donc je pense qu'il faut se donner les moyens. Mais là cette diapo, c'est aussi un moyen de relativiser nos difficultés, puisqu'en termes de PIB par habitant, le graphique du haut, c'est à nouveau la comparaison en rouge États-Unis, en vert l'Europe et en bleu la Chine. On est quand même toujours bien au-delà de la Chine. On est en deçà des États-Unis, et peut-être que finalement on le vit mieux qu'eux, comme le rappelait Emmanuel via le New York Times. Mais l'écart est moins grand quand on regarde le PIB par tête. Mais quand on regarde le PIB par tête de l'Espagne, il faut aussi qu'on arrête de nous dire que c'est le nouvel Eldorado. Parce que le PIB par tête de l'Espagne, c'est le plus bas de tous les pays qui sont sur ce graphique. Alors, il est sans doute plus élevé que celui de la Roumanie, mais il est plus bas que celui de l'Italie, il est plus bas que celui de la France, et il est plus bas, évidemment, que celui de l'Allemagne. Donc, il y a aussi des choses à relativiser sur nos différences. On a moins décroché en termes de PIB par tête qu'on veut bien nous le dire. Pour autant, je pense qu'il faut qu'on réagisse et qu'on ait sans doute une politique industrielle. Mais je veux pas. Mais ce sera l'objet de la discussion un tout petit peu plus tard. Isabelle ? Je suis complètement
d'accord. On discutait juste avant qu'on démarre la séance avec Emmanuel. On a pris ces chiffres tels quels du rapport Draghi et on ne les a pas suffisamment remis en cause. Il y a plusieurs éléments. Il y a la question de l'inflation aux États-Unis. Et on a vu d'ailleurs que ça a coûté très très cher aux démocrates. Les prix ont explosé aux États-Unis. Donc il faut regarder aussi, quand on fait ces comparatifs, de quoi on parle, quand on parle du PIB. Il suffit de regarder les salaires, les augmentations de salaires qu'il y a aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez regardé, chez Boeing, 30%. Dans l'automobile aussi, c'était des chiffres, mais absolument colossaux. Donc il y a quand même quelque chose à regarder là. J'avoue que nous, syndicalement, on n'a pas assez regardé ça. Et puis, il y a effectivement le rôle de la tech. Et quand on regarde finalement ce qui s'est passé avec avec OpenAI et maintenant DeepSeek, quand on a vu comment finalement très très vite les valorisations, les capitalisations boursières peuvent s'effondrer du jour au lendemain, parce que les Chinois finalement, alors que Trump a annoncé 500 milliards d'investissements, qui est absolument colossal, tout le monde à Bruxelles disait mais nous avec nos 10 milliards on est ridicule, et puis du jour au lendemain les Chinois eux ils arrivent avec, je crois que c'était 500 millions, c'est le rapport était vraiment incroyable. Et donc, la question quand même qu'on se pose légitimement, c'est est-ce que finalement, cette bulle tech, est-ce que c'est quelque chose qui va faire pchit, ou effectivement, on est vraiment dans un vrai changement de paradigme, et c'est quelque chose où on a un petit peu raté le coche, comme on a pu le faire à l'époque avec Internet. Et donc, c'est encore une fois, mais ça renvoie à la question de la politique industrielle. Et tout renvoie à la question de la politique industrielle. Et donc, ça veut dire qu'il y a des besoins d'investissement qui sont colossaux. Et on le verra après, finalement, les propositions qui sont mises sur la table, pour l'instant, elles sont plus en termes de dérégulation qu'en termes vraiment de moyens pour financer la politique industrielle. Juste peut-être une précision avant que vous réagissiez, hein. Sur la question peut-être de la tech. Donc, a priori, ce secteur serait très fortement contributeur quand on regarde l'évolution de la croissance aux États-Unis de ces dernières années. Pas tellement intensif en main-d'œuvre, hein. Donc je disais 10% du PIB, 6% de l'emploi. Il y a peut-être une bulle du côté de l'IA, avec des sommes effectivement faramineuses qui sont investies par toute une série d'acteurs. Il y a une course qui est engagée, etc., etc. Après, à côté de ça, le secteur de la tech qui comprend bien d'autres entreprises, dont certaines nous sont familières depuis de bonnes décennies. Et même si demain la bulle de l'IA pouvait éclater, ce qui est tout à fait possible, hein, il y a la question du modèle économique derrière les dizaines de milliards, centaines de milliards qui sont investis. À côté de ça, il y a toute une série d'entreprises qui, elles, prenez Apple, Amazon, Microsoft et compagnie, qui, elles, ne génèrent pas aujourd'hui un chiffre d'affaires démentiel dans le domaine de l'IA et qui, demain, quoi qu'il arrive, continueront à générer des chiffres d'affaires qui sont extrêmement substantiels pour chacune de ces entreprises et qui sont des acteurs structurants du secteur. Donc, la bulle, de toute façon, ne résoudra pas, si je puis dire, la question au sens des écarts, même si elle pourrait avoir des effets à terme. C'était une petite précision. Après, je crois que le rapport Draghi explique d'ailleurs que si on compare États-Unis et Europe, sur les industries traditionnelles, il n'y a pas tellement d'écart de productivité. On n'a pas tellement perdu en productivité par rapport... D'ailleurs, je pense que l'industrie automobile européenne, elle n'a pas à rougir par rapport à l'industrie automobile américaine. Je pense que Airbus est plutôt meilleur que Boeing aujourd'hui. Même pas plutôt, il est meilleur que Boeing. Nous, on ne perd pas les portes en vol. C'est pas très gentil, ça. Mais donc, je veux dire, sur les industries traditionnelles, on n'a pas nécessairement décroché par rapport aux États-Unis, qui ont aussi connu des vagues de désindustrialisation majeures, et ce qui explique probablement aussi le succès de Trump dans certains États qui ont beaucoup souffert de la désindustrialisation, comme on en a souffert en Europe et surtout en France. Et en fait, probablement que la richesse américaine, elle est en effet venue de toutes ces industries, plus finalement de services, des techs. Et là, il n'y a
entreprise majeure en Europe dans ces domaines-là. Donc on a probablement raté. Alors bulle ou pas bulle sur l'IA, j'en sais rien, on n'en sait rien. On verra bien dans quelques mois ou dans quelques années ce qu'il en est. Mais il est quand même à peu près certain que si on n'investit pas massivement sur les technologies de demain, et la tech en fait partie, l'IA en fait partie, et moi je suis assez convaincu que les énergies vertes, au sens les énergies décarbonées, on va le dire, parce que j'inclus le nucléaire dedans. Les énergies, clairement, j'inclus. Il y a un débat en soi. Oui, mais moi j'inclus le nucléaire. Nous, en tout cas, on inclut le nucléaire dans les industries décarbonées, et le nucléaire doit être soutenu. Et c'est une des conditions pour qu'on réussisse à se réindustrialiser. Je suis assez convaincu qu'en investissant dans ce type de technologie, on gagnera en avantage compétitif qui nous servira, alors pas peut-être maintenant, mais dans 20 ans. Mais je pense que s'il y a 20 ans, quand les Chinois ont investi massivement dans la filière automobile électrique et y ont cru et ont mis et ont essayé de maîtriser toute la chaîne de valeur, donc des matériaux, terres rares, en investissant massivement dans les mines au Congo, jusqu'à la réalisation des voitures, peut-être qu'on n'y aurait pas cru il y a 20 ans, et probablement qu'on n'y a pas cru. Et aujourd'hui, on se dit, bah zut, ils ont eu raison. Peut-être faut-il aussi faire ces paris-là sur des technologies clés. Moi, je crois assez à la notion donc, de tout ce qui est lié à l'énergie verte et à l'énergie décarbonée. Faut-il investir là-dedans? Peut-être que ça ne payera pas tout de suite, mais ça payera dans 20 ans et que c'est nos enfants qui en bénéficieront. Mais ce dont on parle avec le rapport Draghi, ce n'est pas 2030. Hein. C'est qu'est-ce qui va devenir de l'Europe pour 2050. Donc on se projette à ces horizons-là. Il faut se projeter à ces horizons-là et faire des paris. Alors après, se posera la question, en effet, de comment on finance tout ça, mais c'est un sujet qu'on abordera probablement tout à l'heure. Tout à fait. Stéphane ? Ouais, sur la compétitivité, effectivement, la tech, on prend cher. On peut se le dire, on prend cher et c'est pas fini. Il faut qu'on réagisse fortement. Il faut qu'on réagisse aussi, je dirais, fonction Europe, quoi, à l'échelle européenne. Moi, j'ai bien aimé le sommet géant de l'IA en France, mais c'était très franco-français, quoi. Et si on répond pas de façon européenne, et pour nous, en France, ça peut être un peu compliqué. On était tous ensemble à la manif industrielle la semaine dernière pour défendre des emplois industriels de qualité et nombreux et la compétitivité en Europe. On peut se le dire, mais nous, auprès de nos militants, des fois, on nous dit « Ouais, mais vous êtes bien mignons, mais moi, mon emploi qui est délocalisé en Bulgarie, on fait quoi, les copains? Vous allez à Bruxelles pour défendre les emplois européens. » Et donc, il faut qu'on arrive à regagner de la compétitivité, mais dans une Europe plus sociale. Et on l'a dit, quoi, le rapport Draghi, le social, il s'en fiche un peu. Il faut qu'on ait une réponse sociale. Il faut qu'on arrête aussi d'avoir du dumping à l'intérieur de l'Europe pour répondre à la compétitivité. On perd en compétitivité sur le coût de l'énergie. Mais du coup, je rejoins assez Fabrice. Est-ce qu'il vaut mieux de l'énergie décarbonée ou de l'énergie de gaz de schiste? Est-ce qu'il vaut mieux des salariés qui souffrent que des salariés? Donc, du coup, la compétitivité, ouais, c'est... Alors, pour la CID, c'est sûrement très compliqué, pour les électro-intensifs. Mais nous, on est en capacité de filer... alors, il faut gratter ça aussi en Europe, plus d'énergie décarbonée. Et c'est aussi ce qui peut être un atout, compétitivité à moyen terme, de dire, OK, on ne peut pas continuer à polluer. Donc mais la compétitivité, elle ne se regarde pas qu'au niveau prix, elle se regarde aussi sur le Green Deal, sur plein d'autres choses. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle? N'hésitez pas, hein, vous avez tout à fait la possibilité, c'est même vivement encouragé. Ou sinon, Alexandre, peut-être dans le chat, est-ce qu'il y a des questions, des contributions? Commentaire de Claire qui indique aussi, qui a bien apprécié les enjeux de compétitivité hors coût et qui rappelle notamment dans le secteur des métaux stratégiques plus que des terres rares que les coûts de main-d'œuvre, par exemple, sont aujourd'hui très faibles même entre la Chine et l'Europe, que c'est plutôt justement sur des enjeux énergie, transport, technologie que ça joue. Et par contre, il y a une autre question de Benjamin
qui s'interroge aussi sur la position, plutôt une question pour le FCE, je pense, c'est pas précisé, mais on va supposer, qui s'interroge sur les règles du commerce international, qui n'était pas nécessairement quelque chose qu'on a vu, qui est ressorti dans la présentation. Je pense qu'il y a un lien aussi, hein, sans trop de doute, avec des surcapacités potentielles en Chine, et on l'a vu avec le symbole et des risques de dumping, d'écoulement des surcapacités, etc. Oui, alors s'il est question de discuter des règles du commerce international, on voit que depuis longtemps, la Chine n'est pas forcément l'acteur le mieux placé pour les faire respecter, mais je pense que ça nous renvoie plutôt qu'à la Chine, plus aux États-Unis, et pas forcément à Trump, quoi, à Biden. Parce que tout à l'heure, quand on discutait de l'intensification des tensions géopolitiques entre alliés, soi-disant, il ne faut pas oublier que quand Joe Biden décide de faire l'Inflation Reduction Act, qui n'a rien à voir avec l'inflation, qui a tout à voir avec la réindustrialisation, notamment dans le domaine de la transition écologique, il décide juste de nous tailler des croupières en subventionnant l'industrie, en attirant des industries étrangères sur le territoire américain, et donc en voyant Volkswagen quitter l'Allemagne pour aller aux États-Unis. Donc on est dans une phase longue qui démarre sous un démocrate de guerre commerciale, parce que c'est déjà un acte de guerre commerciale de la part supposément d'un allié. Donc, mais là aussi, c'est comme les choses qu'on découvre 5 ans plus tard. Là, on découvre 3 ans plus tard. Alors, évidemment, Trump en fait tellement qu'on ne peut pas ne pas savoir que ça en devient grossier tellement c'est énorme. Mais Biden, qui était supposé être notre ami, il nous a fait beaucoup de mal. Et il a fait beaucoup de mal à l'Allemagne dans une phase d'inflation extrêmement élevée. Et donc, je pense que ces questions sont effectivement fondamentales, et c'est là aussi qu'on doit tirer le signal d'alarme, sur notre forme à nous Européens d'illusion sur le fonctionnement de l'économie de marché, quoi. Hein, on rêve de naïveté vis-à-vis de nos partenaires. Voilà, on va suivre les règles du marché, tout le monde va être gentil. Et en fait, personne n'est gentil. Les Chinois, c'est pas qu'ils soient méchants, c'est que ils font tout pour leur pays. Les Américains font tout pour leur pays. Il est temps qu'on fasse tout pour notre zone. C'est une réponse rapide à la question intelligente qui avait été posée. Je pense que le sujet du commerce... Alors, il ne faut pas oublier que l'Europe est largement exportateur net. Donc, quand et que la France est atypique au sein de l'Europe, puisqu'on est très largement déficitaire. Donc, en fait, le tropisme français, il ne correspond pas du tout à l'immense majorité de l'intérêt, et en particulier de l'Allemagne et des Pays-Bas ou des pays du Nord, qui, eux, n'ont peut-être pas intérêt à un commerce extérieur, un commerce qui serait bloqué, parce que, pour l'instant, ils en sont bénéficiaires. Peut-être que ça peut changer avec... on a vu que les États-Unis étaient un des marchés les plus importants, et que ça peut changer la donne. Mais ce qui rend nos réflexions françaises un peu biaisées probablement, et probablement peu convaincantes au niveau européen, parce qu'on a un commerce extérieur qui est dramatique, alors que l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres exportent, et donc n'ont pas intérêt à se bloquer, à subir des mesures de rétorsion de pays qui voudraient eux-mêmes se protéger. Ça va peut-être changer. Et puis, deuxième réflexion sur la politique européenne, économique européenne en général. Moi, je pense que depuis le début du projet européen, en tout cas d'un point de vue économique, le choix a été fait du consommateur. C'est-à-dire qu'on a privilégié le consommateur. Et la mondialisation, elle aboutit à ça. Elle privilégie le consommateur. C'est-à-dire qu'on a tous bénéficié de smartphones pas chers, de télévisions pas chères, de plein d'éléments, et qui ont permis de consommer, de surconsommer, parfois de gaspiller, quand on voit ce qui se passe dans les vêtements en particulier, de manière pas chère. Et chacun d'entre nous, en tant que citoyen, en a bénéficié parce qu'on est tous des consommateurs. Mais ça a eu comme conséquence de sacrifier quand même quelque part le producteur, le salarié, avec des vagues de délocalisation et des industries qui ont été en difficulté. Ça a conduit une politique européenne qui a interdit la création de mastodontes au nom de la libre concurrence, et il ne fallait pas qu'il y ait de monopole sur le sol européen. Ça a conduit à une grande ouverture de nos marchés, en espérant qu'il y aurait réciprocité, ce qui n'est quand même pas
évidence. Il y a peut-être un changement de paradigme à avoir, c'est-à-dire que si on dit que l'industrie devient un élément, la protection de notre industrie ou la reconquête de notre industrie devient un élément majeur de nos politiques économiques, au nom d'ailleurs en particulier de l'autonomie stratégique et de la souveraineté, ça aura des conséquences pour le consommateur, il faut qu'il l'accepte aussi. Le retour de nos industries sur le territoire national et la reconquête de notre industrie et le fait de pouvoir être souverain sur des technologies importantes, ça aura un prix, ça aura un coût. Si on n'est pas prêt à l'accepter en tant que consommateur, je pense qu'on ne réussira pas la reconquête industrielle qu'on espère tous. Alors, la difficulté, je te laisse peut-être réagir après, Stéphane, si tu le souhaites, mais la difficulté, c'est que tout le monde est à peu près aujourd'hui dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que les États-Unis, on en parlait il y a quelques instants, ils ont beau avoir un PIB qui a évolué très favorablement, ils se sont eux aussi largement désindustrialisés. Le ratio industrie-PIB, il est assez proche de celui de la France finalement, et ils ont réalisé eux aussi, ça avait déjà été le cas avant l'administration Biden, donc Trump 1, voire un petit peu avant, mais ils avaient déjà réalisé à cette époque qu'ils étaient devenus très dépendants, ils avaient commencé à avoir avec inquiétude la montée en puissance de la Chine dans tout un tas de domaines, dans la haute technologie, c'est là où ils ont commencé vraiment à le réaliser peut-être en premier. Et donc ils ont ce même sujet de réindustrialisation, et l'Inflation Reduction Act, il va totalement dans le sens de la tentative, c'est une tentative d'essayer d'attirer les investissements aux États-Unis, tentative plutôt réussie parce qu'à travers tout un tas d'interventions qu'on peut réaliser auprès de CSE en France, on a été dans plein de cas confrontés effectivement à des entreprises qui réalisaient des arbitrages compte tenu de l'Inflation Reduction Act plutôt en faveur des États-Unis par rapport à des investissements en France ou en Europe. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on a vu de manière très très forte. Donc il y a vraiment ça qui s'est joué à travers l'Inflation Reduction Act notamment, mais qui est une forme de subvention en fait permettant à des investisseurs, sans compter que dans quelques cas précis, ils sont allés tordre le bras aussi d'une boîte comme TSMC dont on parlait tout à l'heure pour les puces. Ils leur ont tordu le bras, alors avec aussi des incitations monétaires au sens de subvention comme pour tout le monde, mais ils leur ont aussi tordu le bras pour leur dire « faut venir investir dans des usines chez nous, on en a besoin ». Par rapport à ce que tu dis, l'inflation de réduction acte, c'est plutôt une grosse réussite quand même. Et ça a réindustrialisé, ça a réinternalisé certaines productions américaines en Amérique, mais ça a aussi fait venir certains Européens vers. Et aujourd'hui, moi, quand je vois ArcelorMittal, les annonces qu'ils font, ils disent ouais, mais Trump il va taxer 10% ou 15%. Ils attendaient que ça. Ils attendaient que ça pour y aller, donc ils ont un prétexte. Biden a largement fait le boulot. Et Trump, il le fait en mettant des taxes. Ça fait peur, mais tu as raison, Jérôme, de dire Biden, il ne nous a pas aidés, il ne continue pas à nous aider. Après, la chose qu'il y a, quand il y a eu le Covid, on s'est dit souveraineté française, européenne, on en fait quoi? Est-ce que nous aussi, on est prêts, en Europe, à tordre le bras à quelques-uns, à tordre le bras à Sanofi pour pas qu'ils vendent notre souveraineté sur le paracétamol, à tordre le bras à certains industriels pour qu'ils réinternalisent, à leur filer des subventions. Il y a tout ça. On l'a dit, mais Biden et les États-Unis filent des cadeaux. Est-ce que nous, on est prêt à sponsoriser, subventionner, à faire comme eux, quoi, à faire la même guerre commerciale, et à ce titre-là, on ne décrochera pas, on décrochera moins. Alors, juste avant de te donner la parole, Isabelle, deux choses sur l'Inflation Reduction Act. Au départ, ils avaient budgété genre 400 et quelques milliards de dollars pour ce plan-là. Et en fait, le succès, il a été tel que ça devrait largement dépasser les 1000 milliards de dollars. Donc, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui ont été attirées par cette... Et nous, on fait le contraire. Nous, dès que ça dépasse, on coupe les crédits. Quand il y a un truc qui marche, comme par exemple le véhicule électrique en France, là, la subvention, mais quand on dépasse le crédit, on le coupe. Et donc, du coup, alors qu'on devrait en mettre plus, ça marche et on pourrait vendre. Et l'autre point qui est intéressant aussi, c'est que sur la question des aides, en France comme en Europe, on a beaucoup d'aides publiques aux entreprises
qui ne sont pas assorties de contrepartie dans la plupart des cas. Peut-être des fois en Irlande, il y a quelques aides publiques assorties de contrepartie. Dans le cas des États-Unis, on a vu que notamment dans leur Chips and Science Act, ils avaient mis des conditions drastiques, désolé, ils avaient mis des conditions drastiques face aux aides qu'ils proposaient aux entreprises. C'est-à-dire qu'il y avait des engagements sur un certain nombre de dispositions sociales, ce genre de mutuelles, de choses comme ça pour les salariés, de dépassement de business plan qui devaient être repartagés avec l'administration, etc., etc. C'est tout à fait ce que j'allais dire, c'est qu'ils sont allés vraiment au bout de la logique avec des contreparties claires en termes, on parle d'emploi de qualité. Les contreparties, c'était les union jobs, ce que nous, on va appeler des emplois qui sont des emplois de qualité, puisqu'ils ont été, les conditions ont été négociées par les organisations syndicales sur l'apprentissage. Et donc, nous, effectivement, c'est ce qu'on demande. Mais la difficulté, déjà, c'est d'arriver à lever les fonds dont on parle, parce que tout ce dont on parle, finalement, ça reste de l'incantatoire, tant qu'on n'aura pas réussi à matérialiser ces 800 milliards annuels que Draghi... Il y a une chose dans le rapport Draghi qui nous est essentielle, c'est que on reconnaît l'importance de l'industrie pour l'Europe et le fait que l'Union européenne peut avoir une politique industrielle. Mais pour ça, il faut des moyens. Et pour l'instant, quand on voit ce qu'il y a dans cette fameuse boussole de compétitivité, on parle de simplification administrative, parce que c'est ça aussi, la petite musique est en train de monter. Personne ne parle quasiment du débat qu'on est en train d'avoir, le débat qui est dominant actuellement à Bruxelles, mais qui vient aussi des États membres, c'est que tous nos maux viennent de la réglementation, notamment la réglementation qu'on a voulu promouvoir avec le pacte vert, alors que quand même l'idée du pacte vert, comme vous l'avez bien dit, c'était bien qu'on pouvait à la fois réconcilier compétitivité et transition énergétique. Tout ça, on est en train d'oublier, et il y a une petite musique qui monte, qui est de dire tous nos maux viennent du fait qu'il y a trop de réglementations en Europe. Et réglementation environnementale, mais en filigrane, on lit aussi réglementation sociale. Il y avait des questions encore Il y avait une question de Sylvie, mais finalement, vous avez déjà abordé le sujet, donc on va être très court. Sylvie s'interrogeait justement sur un peu la contrepartie des aides et le fait que, justement, par exemple, Bernard Arnault avait dit avait dit ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'il y a moins d'impôts et plein de cadeaux. Je pense que c'est même les mots qu'il a utilisés. Mais finalement, vous avez répondu à cette question. Donc, je vous propose en effet d'avancer sur le troisième temps. Alors, Isabelle, tu as commencé à en parler justement. Dans le rapport Draghi, il y a quand même un certain nombre de constats qui sont faits par rapport aux maux supposés du modèle européen. Donc, la question de la réglementation, on verra ce que dit la boussole de la compétitivité, justement pour tenter de répondre à ce problème, ou en tout cas à ce qui est considéré comme un problème. Quoi d'autre? Est-ce que, d'après vous, à votre connaissance, il y a d'autres choses qui poserait problème? J'utilise le conditionnel à dessein, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui poseraient problème? On a parlé un petit peu tout à l'heure de la R&D. Est-ce que l'UE, elle se retrouve en deçà des États-Unis en matière d'efforts de R&D? Est-ce que en matière d'éducation supérieure, est-ce qu'on serait à la traîne? En matière est-ce qu'on a un problème de déficit budgétaire collectif par rapport comparable à celui des États-Unis? Bref, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui clochent? Il y a une chose dont on ne parle jamais actuellement, c'est la question du pouvoir d'achat. Or, la crise du pouvoir d'achat, elle est toujours là. Dans beaucoup de pays européens, il n'y a pas eu de rattrapage par rapport à l'augmentation de l'inflation. Et on le voit bien, encore une fois, quand on discute de gouvernance économique à Bruxelles, ce qu'on entend, c'est les économistes de la Commission dire « mais on ne comprend pas, les gens ne dépensent pas, ils épargnent beaucoup ». C'est pas tellement surprenant quand on voit le contexte économique dans lequel on est, mais personne ne se pose la question
du lien qu'il y a entre la demande, le pouvoir d'achat, les salaires et aussi la précarisation de nos sociétés. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est quand même très, très important. Et on le voit aussi en partie avec la baisse de la demande pour les voitures électriques. Il y a quand même, pour moi, un problème entre... Il y a quand même beaucoup de travailleurs dans le secteur de l'automobile qui n'ont pas les moyens de s'acheter les voitures qu'ils produisent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le PDG de Renault qui, dans le cadre du dialogue stratégique sur l'automobile, donc qui a été mis en place au niveau européen à Bruxelles pour discuter du secteur, l'a dit en disant « Moi, j'ai un problème, c'est que mes salariés ne peuvent pas s'acheter les voitures qu'ils produisent. » Alors, si on regarde l'évolution des salaires réels, et peut-être je te laisserai ensuite réagir, mais si on regarde effectivement l'évolution des salaires réels en France, ceci, me semble-t-il, c'est seulement en ce début d'année 2025 qui devrait redevenir positif par rapport à la flambée d'inflation qu'on a connue ces dernières années. Dans le cas de l'Italie, ce sera encore quelques trimestres plus tard. Et pour nos autres pays voisins, ça ne s'est fait que ces derniers trimestres de la fin de l'année 2024. Donc effectivement, les salaires réels ont eu tendance à baisser ces dernières années du fait de la flambée d'inflation. Ouais, pour réagir à ce que disait Isabelle, le patron de Renault, alors il a deux solutions. Soit il arrête d'augmenter trop vite ses prix pour faire plaisir à ses actionnaires. Et typiquement, sur le véhicule électrique, la Renault 5, Renault a fait le choix de vendre d'abord la super Renault 5 avec la grosse batterie à 35 000, plutôt que de vendre la Renault 5 avec moins d'autonomie, qui répondrait à l'usage de 80% des gens qui veulent l'acheter et qui en coûterait que 25 000. C'est un choix parce qu'il avait besoin de rentrer de l'argent et de faire plaisir à ses actionnaires. Ils auraient pu faire un choix différent. Après, la difficulté aussi, c'est que on produit de plus en plus des véhicules dont on crée un marché. Et du coup, effectivement, des petites citadines que pourraient se payer les salariés de Renault, il y en a moins. On préfère faire des SUV, des gros véhicules. Et il faut regarder quelle est l'augmentation du coût d'une bagnole sur les 10 dernières années. C'est impressionnant. Et c'est pas le coût de la main d'œuvre qui a fait augmenter le prix de la bagnole. Ça, la main d'œuvre a certes légèrement augmenté. Il y a eu des augmentations de salaire, tant mieux, mais pas au niveau des augmentations. Et parce qu'on a voulu mettre plein de choses dedans, des services. On a rendu aussi les véhicules beaucoup plus chers. Moi, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, j'ai dit Jérôme ? Alors oui, peut-être sur les salaires réels, il y a peut-être une chose à bien avoir en tête, c'est que je partage tout à fait le point de vue selon lequel les salaires réels retrouvent tardivement leur niveau d'avant-crise inflationniste. Mais ce n'est pas forcément à ça qu'il faut les comparer, mais à la trajectoire qu'auraient eu les salaires réels s'il n'y avait pas eu de crise inflationniste. Alors, elle a eu lieu, donc c'est facile de faire si ça n'avait pas eu lieu, les choses auraient été mieux. Mais a priori, on aurait dû voir une croissance de notre activité économique, une croissance régulière de la productivité des salariés et du capital, permettant de mieux rémunérer les salariés s'il n'y avait pas eu de crise inflationniste. Et donc on a perdu à la fois par rapport au niveau qu'on avait avant la crise inflationniste et par rapport à la tendance qu'on n'a pas eue à cause de cette crise inflationniste. Vous voyez, donc on a un écart de rémunération réelle qui est assez important et qui peut aussi contribuer au faible investissement des entreprises dans l'économie, parce qu'elles voient bien que notre pouvoir d'achat étant un peu faiblard, et donc la consommation va l'être tout naturellement, c'est pas la peine d'investir là où les salariés et les ménages ont peu de pouvoir d'achat par rapport à d'autres zones plus dynamiques dans le monde. Je pense que ça c'est un souci, et c'est un peu le résultat aussi de cette façon qu'a eu notre Banque Centrale Européenne de nous dire il y a de l'inflation, mais croyez-nous, regardez notre doigt qui tourne, croyez-nous, ça va pas durer longtemps, donc surtout ne demandez pas des hausses de salaire proportionnée à l'inflation réalisée, mais à l'inflation cible vers laquelle on va revenir, c'est-à-dire 2%. Là, c'est 7. Demandez pas 7, soyez pas fous. Demandez 2.
Bon, bah, du coup, on fait -5. Et puis après, on vous demandera 2, etc. Donc, on a été aussi un peu dans l'illusion créée par une banque centrale qui a lutté contre l'inflation que ces hausses de prix allaient prendre fin. Sauf qu'elles prennent jamais fin. On a toujours de l'inflation aujourd'hui. Les prix continuent d'augmenter, moins vite. Et les salaires, vous les regardez, mais ils n'augmentent pas aussi vite que les prix n'ont augmenté depuis un moment. Donc ça, c'est un souci peut-être de notre modèle européen. On en est à cette partie. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas dans le modèle européen? Tout à fait. Donc rassurez-vous, j'en ai que pour 3 heures. Donc je vais essayer de limiter quand même. Il y a 2 choses qui me semblent pas fonctionner tout à fait, et j'en oublie sans doute plein, et donc je vais essayer d'être rapide. La première, c'est nos divergences. On est toujours extrêmement différents au sein même de la zone euro. On a la même monnaie, on est 20 pays. On nous a imposé des critères d'entrée de telle sorte à assurer la convergence préalable. Mais cette convergence préalable, elle ne porte pas sur des questions réelles. On n'a pas les mêmes marchés du travail. On n'a pas le même fonctionnement du marché du travail. On n'a même pas le même fonctionnement des marchés financiers. Donc, plein de choses nous distinguent. Certains sont plus industriels que d'autres, certains moins. Certains sont plus ouverts à l'international. Les Allemands, dès qu'on a eu l'euro, ils sont ouverts à la Chine, beaucoup plus. Alors que les Français pensaient qu'avoir l'euro, c'était justement être plus en autarcie. Hein, on en parlait tout à l'heure. Et donc, ces divergences-là subsistent et nous obligent, en tant que pays, dans l'Union européenne ou dans la zone euro, à disposer d'instruments spécifiques. Puisque je suis français, pas dans la même situation qu'un Allemand, je dois avoir mes propres instruments de politique économique pour gérer ma situation, tandis que les Allemands doivent avoir les leurs propres également. Sauf que, deuxième problème, alors que nos divergences ne se sont pas tant atténuées que ça, et qu'elles persistent dans de très nombreux domaines, on a des règles budgétaires qui sont très homogènes. Alors il y a eu une grande réforme qui donne des marges de manœuvre différentes par pays, mais l'idée est toujours la même. On a fait du quoi qu'il en coûte. On peut dire ce que l'on veut des mesures budgétaires qui ont été mises en œuvre en 2020. Il ne faut jamais oublier qu'elles ont été prises en temps réel face à une incertitude assez considérable. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait su ce qui était en train de se passer en février-mars 2020 et l'implication que ça aurait sur nos vies. Donc voilà, on a fait du quoi qu'il en coûte, les dettes ont augmenté. Mais maintenant qu'elles ont augmenté, il faut revenir vers le totem des 60% du PIB. Pourquoi? Parce que c'est dans un traité et que personne parmi les États membres ne veut rouvrir le traité sur l'Union européenne. Pourquoi? Parce que si les Français l'ouvrent, le réouvrent en disant « ce serait bien qu'au lieu de 60, on mette 90% du PIB pour la dette ». Ok. Les Hongrois vont dire « oui, mais enfin, le respect du droit juridique européen, nous, on n'aime pas trop, en fait ». Donc les Allemands vont dire « il va falloir qu'on fasse une mesure de déréglementation du prix du gaz, parce que ça nous arrangerait ». Donc c'est la boîte de Pandore, donc il ne faut surtout pas l'ouvrir, sauf qu'on se retrouve avec un totem, 3%, 60%. On y va chacun à son rythme, on a 4 ou 7 ans pour le faire, il faut que ce soit crédible. La Commission européenne surveille, est plutôt bienveillante ces temps-ci sur ces questions-là, mais ce qui fait qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Et là où le rapport Draghi essaye de pousser, c'est en disant, du coup, comme on n'a pas de marge de manœuvre individuelle, par pays, il faut qu'on en lance un grand plan de relance avec un endettement commun, comme on l'a déjà fait. Mais Isabelle en parlait, donc les 800 milliards. Mais moi, je le répète, les 750 milliards du plan Next Generation EU, décidé en juillet 2020, ratifié en décembre 2020, commençant à arriver dans les budgets nationaux en 2021, d'abord prendra fin en 2026, et que sur ces 750 milliards, il y en a bien 150 à 200 qui ne seront jamais dépensés. Alors qu'on y a droit. Il y a des pays qui ne les ont pas pris. D'accord? Ils disent non, pas besoin. Il y a des prêts. Mais des prêts, il faut les rembourser. Pas besoin. Donc, c'est incantatoire. Hein, ça a été évoqué tout à l'heure. On prétend se donner les moyens et in fine, on ne dépense pas parce que dans le cadre de Next Generation EU, on a laissé aux États membres le choix de décider des projets à financer, que les États membres ont demandé aux régions, parfois des municipalités, de leur faire remonter des projets à financer sur fonds européens. Et là, on a pris par surprise des administrations locales qui, généralement, gèrent des fonds pour les projets prédécidés, et en tout cas pas par eux. Et là, on leur a demandé, vous voulez construire une route, vous pouvez. Mais en quoi c'est dans l'ADN des collectivités locales de savoir comme ça que là, il me faudrait une centrale nucléaire. Donc, si vous me filez des milliards, je vous fais une centrale nucléaire demain.
Non, c'est pas leur rôle. Donc, Bruxelles est très content d'avoir délégué tout ce pouvoir au plan local pour que les gens qui décident sachent de quoi ils ont besoin. Mais sauf que c'était une nouveauté. Et donc, ils n'ont pas fait remonter suffisamment de projets pour qu'on dépense l'argent. Donc, avec le rapport Draghi, on se dit, voilà, il faut faire des projets pan-européens, donc partant d'en haut, dans la direction des 10 secteurs de politique industrielle que je montrais tout à l'heure. Ça va peut-être dans la bonne direction, mais on n'arrive pas en Europe à dépenser les fonds qu'on a. Quand on parlait tout à l'heure des 1000 milliards potentiellement de l'IRA, de l'Inflation Reduction Act, c'est 1000 milliards nouveaux, et en plus, ils sont dépensés. Ah, ils y vont, hein, ils sont pas inquiets. Alors, ils s'endettent. Les Américains, ils s'endettent. Et personne ne leur pose la question de savoir est-ce qu'elle est soutenable, votre dette. Alors, ils ont des plafonds de dette, donc ils négocient, ils rehaussent le plafond de dette, et puis tout le monde veut de la dette américaine parce que de toute façon, elle sera toujours remboursée avec des dollars américains. Nous, on n'arrive pas à faire ça. Et donc ça, c'est un gros défaut. Nos règles spécifiques au plan local, en termes budgétaires, au plan national, et nos divergences qui persistent. Et une politique de la BCE et des statuts de la BCE qui la rendent obnubilée par la question de l'inflation, et ce, à un niveau de 2%. Oui. Alors après, il y a toujours l'éternel débat, parce qu'en effet, on se dit que peut-être faudrait-il une coordination européenne supérieure. Dans le contexte politique de beaucoup de pays, c'est pas dans l'air du temps. Et on parle en effet de saupoudrage de ces fonds européens qui conduisent nécessairement à un immense gaspillage. Moi, j'ai en tête les projets de type PIEC, dont il faut faire des dossiers dans chacun des pays de manière différente. Donc, les projets PIEC, c'est des projets d'intérêt commun qui permettaient de financer les usines de batteries ou les usines pour les microconducteurs, etc. Mais qui exigent de faire des montées des dossiers, il paraît, qui sont différents d'un pays à l'autre, ce qui complexifie la démarche. Alors que le rapport Draghi dit que les différences de législation entre les pays, d'ailleurs, c'est 10% de PIB à peu près. Chaque année, on perd on a une perte d'efficacité. Alors, est-on prêt à déléguer une part de notre souveraineté nationale au niveau de la souveraineté européenne? Parce que ça veut dire ça, quelque part. C'est-à-dire que pour avoir une plus grande souveraineté vis-à-vis du monde, il faudrait peut-être perdre une partie de notre souveraineté nationale au bénéfice de la souveraineté européenne. C'est vraiment un débat politique au sens le plus noble du terme, qui n'est jamais posé. Dans le contexte politique de beaucoup de pays, c'est probablement un discours qui sera difficile à tenir. En tout cas, c'est un sujet qui mérite débat si on veut utiliser de manière efficace les fonds européens. On parlait des 800 milliards, dont une partie financée par l'emprunt, ce qui fait bondir les retraités allemands. Mais pour la bonne simple raison qu'ils se disent, moi, les retraités allemands, j'ai pas trop envie de financer les retraités français qui s'arrêtent à 62 ans, quoi. Il y a un peu de ça aussi dans le débat, et ce qui rend complexe ce genre de financement commun, qui serait pourtant probablement une solution assez intelligente. Et un dernier point, je voulais on parlait de la simplification. En effet, les entreprises se plaignent et souhaiteraient simplifier certaines règles, et je pense en particulier qu'il doit y avoir en tête le CSRD, des choses comme ça. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les mêmes entreprises nous disent « mais c'est quand même compliqué l'Europe parce que une partie des législations sont toujours nationales. Et donc, je dois monter des dossiers où je dois avoir des règles suivant les pays qui ne sont pas harmonisées. » Et donc, là aussi, il y a une dichotomie dans le discours des entreprises qui voudraient, d'un côté, que l'Europe puisse harmoniser certaines règles pour faciliter leur travail. Et puis, quand ces règles existent, elles considèrent qu'elles sont trop compliquées. Mais dans ce cas-là, à les écouter, il ne faudrait plus de règles. Et je finis sur le CR3D, c'est que les mêmes entreprises qui nous disent « mais c'est quand même extraordinaire, les États-Unis sont capables de faire du droit mondial, ils peuvent imposer leurs droits partout ». Finalement, la RGPD ou les CR3D, c'est une façon d'imposer le droit européen au reste du monde. On peut s'interroger si c'est si inefficace que ça en termes de protectionnisme. Oui, excuse-moi Isabelle, juste 2 secondes, juste pour rebondir. Oui, l'UE, elle a une capacité dans un certain nombre de domaines à produire des normes extraterritoriales, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. On a vu, ou même la Commission européenne, en tant qu'instance de régulation en matière de concurrence, elle est capable de s'opposer à la fusion de 2 entreprises américaines ou de 2 entreprises coréennes. Donc ça montre la puissance, c'est intéressant quand même de renouer avec ça, mais ça montre aussi potentiellement la puissance que peut avoir l'UE par rapport aux grands pays du monde. Isabelle
Ce que je voulais dire, c'est que ça montre bien que cette boussole, elle répond en rien au problème de l'industrie. L'urgence maintenant, c'est d'éviter l'hémorragie. Et c'était d'ailleurs le sens de cette manifestation qu'il y avait la semaine dernière à Paris, parce qu'on voit bien, prenons la sidérurgie, il y a des investissements qui sont gelés dans la décarbonation, qui étaient prêts, où il y avait tout était, enfin, il restait plus qu'à signer. Et finalement, ils se posent la question parce qu'ils se disent oui, mais les prix de l'énergie en Europe, ils explosent, alors qu'aux États-Unis, ils sont 3 fois moins chers. Et donc, il y a vraiment des mesures d'urgence à prendre pour créer plus de sécurité pour les industries. Et ça, c'est pas en simplifiant la CSRD. La réponse, elle n'est pas là. Donc, pour nous, la priorité, c'est le prix de l'énergie. Et aussi, on parlait d'autonomie stratégique. Il faut qu'on soit en capacité de répondre d'une seule voix et de défendre par des mesures, des instruments de défense commerciale, qu'on soit en capacité de défendre nos industries. On parlait tout à l'heure des droits de douane sous l'acier. C'est que l'administration Trump veut mettre en place les 25% sur l'acier. C'est pas nouveau. Ils l'ont fait en 2018. En 2018, on était prêt à sortir toute une batterie de mesures de rétorsion. Elles sont prêtes. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton. Mais comme le disait Jérôme, la difficulté, c'est la capacité d'Europe de parler d'une seule voix. Et donc, on est vraiment, on est à minuit moins 2 là. Si on ne réagit pas de manière forte, ça va être, on court à la catastrophe. Et effectivement, il y a des fonds qui sont disponibles et qu'on pourrait aussi mobiliser assez rapidement, mais en même temps en y mettant des contreparties à la fois en termes social et environnemental. Donc tout ça, nous, c'est ce que l'on prône maintenant. Et le message qu'on envoie, c'est que on se trompe pour l'instant, l'Europe n'a toujours pas donné la bonne réponse face aux problèmes auxquels on est confronté. Oui, parce qu'en fait, on a peut-être sauté cette étape, mais dans le prolongement donc, du rapport Draghi, on a la Commission européenne qui a proposé sa boussole de la compétitivité avec donc 3 grands axes. Favoriser l'innovation, la décarbonation et la sécurité. Et la sécurité va avec la réduction de la dépendance, notamment à la Chine. Et il y a aussi 5 catalyseurs horizontaux, et parmi lesquels figure celui de la simplification administrative, avec un paquet législatif potentiel à venir très rapidement, je crois dès le mois de février, qui intégrerait la simplification en matière sur la CSRD dont on parlait, sur le devoir de vigilance, et puis encore je ne sais plus quoi, et la taxonomie, ouais, tout à fait. Mais donc dans la vision de la commission... Ah bah avec plaisir, bien sûr. Ouais. Je suis désolé. Il faut donc revenir en arrière. Mais donc, on a ces 3 grands axes avec... alors, je retrouve... Parce qu'il y a les 3 axes et les 5 catalyseurs. Donc, simplification, marché unique, ouais. Financer la compétitivité. Ça, c'est bien ça. Skills and quality jobs. Ah, ça, voilà, ça, c'est la dimension sociale. Elle est revenue. Pardon. Et puis la coordination des politiques économiques. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est ça l'émanation du rapport Draghi d'après la Commission, mais en prenant des éléments du rapport Draghi et en lui associant, attention, on respecte le marché unique. Et donc derrière le marché unique, c'est quand même la politique de concurrence qui est défendue et qui ne serait pas modifiée. Et ce qui va rendre du coup très difficile le fait de mettre en œuvre une politique industrielle. Parce que la politique industrielle va aller à l'encontre de la politique de concurrence. Enfin, jusqu'à un certain point, mais il va falloir la coordonner. Et le résultat, pour l'instant, est assez incertain. Et puis, donc, au-delà de ces différents axes, on a le plan de 750-800 milliards. Donc, c'est quand même pas loin de 5% du PIB de l'UE. Oui. Et sachant que, si je n'abuse, c'est pas un plan one-shot tel qu'il est envisagé. C'est par an. Oui, mais ça demanderait un effort considérable.
C'est une mesure dans le rapport Draghi, mais qui vient de la Commission européenne, des besoins d'investissement public et privé dans l'accélération de la transition écologique et dans l'amélioration de la compétitivité. Mais il n'y a pas de plan derrière. Et du coup, quand moi je pose la question quels moyens supplémentaires, pour l'instant, zéro. Enfin, soyons vraiment précis, c'est zéro. C'est zéro. Mais on a une boussole. Hein. On ne sait pas où on va, mais on a une boussole. Alors, il y a aussi, de manière un tout petit peu plus détaillée, je crois que tu l'as esquissé tout à l'heure, mais aussi toute une série de secteurs. Donc l'IA en fait partie évidemment, mais il y a aussi les matériaux avancés, la robotique, etc., qui mériteraient, donc qui constituent les secteurs où l'UE devrait investir de manière intensive, histoire de rattraper l'écart avec les États-Unis notamment. Mais ça exigera des choix politiques dans chacun des pays, parce que ces choix de coordination ou ils ne seront pas toujours au bénéfice de tout le monde. Et ça, il faut que les citoyens l'acceptent. C'est-à-dire que si on veut avoir un projet commun, il faut parfois en accepter des conséquences qui ne nous sont pas les plus favorables, et sur d'autres sujets, ils nous seront plus favorables. Et ça, c'est un peu compliqué parfois à admettre. Et ce qui est vraiment compliqué, de reprendre la parole sur la question européenne, c'est même quand il est question d'éventuellement préparer une riposte à l'administration de Trump, merci, j'en étais à Clinton, moi ça n'allait pas du tout. Bush. Voilà, okay. Trump, merci. On est supposé avoir une politique commerciale unique, donc c'est facile de la coordonner si elle est unique, ça c'est facile. Mais sauf que comme les intérêts sont divergents entre l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et tous les autres, la Commission ne sait pas comment bouger. Donc l'arsenal, il est prêt, mais est-ce qu'il faut énerver le bonhomme, pas l'énerver, rentrer en négociation, etc. Il n'arrive pas à décider. Donc, alors qu'on a une politique commune, mais alors sur la politique industrielle, c'est la nouveauté. Donc une politique industrielle qui respecterait le modèle social européen et qui pourrait effectivement favoriser l'industrie chimique verdissante de l'Allemagne au détriment de tous les autres, parce qu'on ne va pas créer des industries chimiques partout, ça n'a aucun sens. Et cette question-là n'est jamais posée. Nous, on la pose, et je pense que c'est important pour les Européens d'avoir conscience du fait que des investissements doivent être réalisés dont on doit s'assurer qu'ils vont avoir des impacts favorables pour l'ensemble des États membres et donc l'ensemble des citoyens. Ça réclame de ne pas bénéficier de toutes les subventions soi-même, mais de bénéficier de transferts. Parce que si vous faites une industrialisation à nouveau en Allemagne et que c'est favorable à l'Allemagne, tant mieux pour l'Allemagne. La croissance allemande ruissellera quelque peu dans la croissance des autres États membres, mais il faut bien que les autres perçoivent quelque chose en échange. Et ça, c'est une question qui est totalement sous-estimée et absolument pas abordée dans le rapport Draghi ni dans aucun rapport. Et ça pose la difficulté d'une Europe unique. On n'est absolument pas là. Aujourd'hui, chaque pays cherche à attirer chez lui. Dès qu'il y a un Américain qui dit « je vais investir en Europe », viens chez moi, camarade, je te fais tous les cadeaux, quoi. Donc, il y a tout ça à se reposer. Et après, moi, je reviens sur ce rapport Draghi qui dit moins de normes, moins de paperasse. Ouais, Bruno Le Maire aussi voulait faire la simplification. Ça n'a pas forcément marché. Et moins de normes, je trouve que ça serait aller à l'encontre de la compétitivité. C'est bien si on a de la norme un peu, je dirais, contraignante, qui va faire qu'on va pouvoir rester compétitif. Si on met aucune norme sur... Mais n'importe qui pourra envoyer son acier, qui sera plus normé, pourra mettre n'importe quoi. Ça sera... aujourd'hui, par exemple, l'aéronautique dit « moi, je veux tel type d'acier », mais demain, on dira « tu n'as plus cette norme, tu prends ce que tu veux ». Ça sera à toi de t'adapter et on filera des points de compétitivité aux autres. Donc, de mon point de vue, il me semble que les normes, il faut les conserver. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément en mettre d'autres, mais il faut les renforcer pour qu'elles nous soient plus favorables à l'Europe. Et après, toute la difficulté, c'est ce que tu disais, Jérôme, c'est s'harmoniser entre les pays, de se dire, oui, peut-être qu'il y en a un qui sera plus spécialisé sur ça, d'autres sur ça, qu'il faudra réadapter. Alors du coup, c'est comment on réadapte les emplois industriels dans les différents pays. Mais aujourd'hui, on n'est pas... Aujourd'hui, on dit l'Europe, c'est une seule entité, mais c'est faux. On voit quand on dit tel investissement, hop, c'est moi qui le veux, je vais te faire les cadeaux. Ça, il faudrait qu'on ait des cadeaux européens.
Et on dit OK, on voit comment on les partage pour qu'il y en ait pour tout le monde. Mais les normes, juste, je voulais revenir sur ce point-là. Les normes, effectivement, elles sont critiquées dans le rapport Draghi, elles sont critiquées par le patronat, etc. Alors qu'elles sont loin d'être forcément un problème. D'une part, les normes, dès lors qu'elles peuvent être incluses dans des traités de libre-échange, eh ben, ça oblige les pays tiers à devoir en tenir compte s'ils veulent pouvoir accéder au marché européen. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que si on a des considérations environnementales, sanitaires et autres, eh ben, à travers les normes, on peut faire en sorte que nos préoccupations demeurent et que ce soit aux pays tiers de s'adapter à celles-ci s'ils veulent pouvoir accéder au marché européen. Et puis par ailleurs, on est en train de parler un petit peu aussi de politique industrielle. Je pense que si on se pose la question d'une politique industrielle, parmi les instruments qui existent en la matière, la norme fait partie des instruments clés, parce que c'est ce qui peut permettre à des entreprises, dès lors qu'elles connaissent telle ou telle norme, de s'adapter ou de se préparer à une évolution à venir. Alors, on a vu que dans le cas de la bagnole électrique, ça ne marche pas toujours bien. Mais il y a sans doute d'autres raisons à ça, mais aux difficultés. Mais voilà, en tout cas, la norme, il ne faut pas qu'elle soit perçue comme quelque chose de forcément négatif. Il y a toute une bataille à mener. Alors, je vois qu'il y a des questions, des remarques dans le chat. Exactement, il y a quelques questions. Alors, donc, du coup, je vais les reprendre. Il y a Benoît qui dit « Les normes environnementales et sociales doivent permettre de protéger l'Europe, y compris par des bonus environnementaux ». Donc, c'est un peu ce que vous venez de dire, mais du coup, je reformule, vu que vous venez de la dire, avec un autre élément. Il y a une tribune dans Le Monde de Gabriel Zucman, il y a 10 jours, sur protectionnisme d'interposition, qui ajoute normes climatiques et fiscales aux enjeux, et pas que normes techniques ou qualitatives. Donc, avoir un peu vos positions là-dessus. Si ça ne vous parle pas, on pourra redévelopper. Et puis, il y avait une deuxième remarque aussi dans le chat, qui était de dire, OK, on a une politique, je simplifie, mais OK, il y a une politique européenne commune, OK, on a des politiques nationales qui peuvent être non coopératives entre pays, on essaie de gagner des parts de marché internes au marché européen, et donc du coup, ça amène à du moins 10 ans. Mais il posait la question dans le chat de la différence avec les États-Unis, où les États fédérés peuvent aussi avoir cette stratégie-là, notamment dans la tech. Il y a une forte concurrence entre la Californie et le Texas aujourd'hui. Et finalement, aux États-Unis, ça marche. Ils arrivent quand même à impulser. Donc finalement, nos défauts on n'est pas les seuls à avoir ces défauts-là. Pourquoi d'un côté ça marche aux États-Unis malgré des contradictions, alors que nous, on a l'impression que nos contradictions prennent le pas sur l'ensemble. Voilà 2 autres chantiers qui sont ouverts. Plus ou moins simplifié, je le reconnais. Je pense que pour ce dernier point, les États-Unis, c'est malgré tout un pays. Et donc, avec la notion de nation qui n'est pas tout à fait la même, et que l'Europe c'est 27 pays différents qui tentent d'avancer ensemble, et qui ont une part quand même, qui souhaitent conserver, chacun d'entre eux, une part de souveraineté. Et que je suis loin d'être persuadé que ce soit dans l'air du temps que de transférer en Europe des éléments de souveraineté supplémentaires. Il n'y a qu'à voir on parlait des difficultés d'avoir des accords commerciaux. Regardez le sujet du Mercosur. La France est un peu isolée pour protéger une partie de son agriculture. Ce n'est pas toute l'agriculture qui pourrait pâtir du Mercosur, alors que d'un point de vue industriel, ça peut paraître plutôt intéressant que d'aller en particulier chercher des terres rares dans des pays du Mercosur. Ça montre bien la difficulté qu'il y a, mais même à l'intérieur de notre pays, où il peut y avoir des intérêts divergents sur ce type d'accords commerciaux, puisqu'il y a des secteurs d'économie qui peuvent considérer qu'ils en seront victimes, et puis d'autres qui considéreront qu'ils en sont bénéficiaires. Et peut-être que pour que ça puisse fonctionner, c'est que ceux qui en sont bénéficiaires supportent, et ça c'est le sujet de la fiscalité ou des transferts, ceux qui pourraient y perdre quelque chose. Et au niveau européen, en termes de politique énergétique, on voit bien la guerre qui a lieu à Bruxelles sur la taxonomie, où les Allemands ont quand même essayé tout ce qu'ils pouvaient pour que le nucléaire ne soit pas intégré dans la taxonomie, et donc permettre des financements de nos centrales nucléaires. Or, il me semble que le coût de l'électricité est infiniment plus favorable, en tout cas en France, qu'il ne l'est en Allemagne, et que les Allemands sont bien contents quand on les alimente avec nos centrales nucléaires. Donc ça montre cette difficulté-là, que chacun accepte de perdre des pans de sa propre souveraineté pour une souveraineté globale qui serait probablement plus efficace,
Et dernier exemple, alors là c'est peut-être presque l'archétype, c'est sur la défense, où chacun considère qu'il est de bon ton de faire son avion, son char, son bateau, ou d'aller jeter des F-35 et des chars Abrams. Or, on voit bien, et on le voit bien en Ukraine, que si on n'est plus capable de fabriquer nos propres moyens de défense, il n'est pas certain qu'après-demain, ce seront des F-35 et des Abrams qui seront livrés au Havre ou à Anvers pour nous protéger. Bon, on peut avoir effectivement un diagnostic assez sombre sur la situation aujourd'hui, sur les faiblesses de l'UE, et je pense qu'on en partage sans qu'on soit totalement sur un consensus dans la salle, mais je pense qu'on partage pas mal de choses. Après, pour mettre une petite touche de positif dans l'histoire, si on regarde un petit peu l'évolution de l'UE par rapport à toutes les critiques qu'on peut porter ces dernières années, il y a quand même un petit peu d'espoir à voir. Typiquement, sur l'arsenal législatif de rétorsion par rapport aux États-Unis ou à d'autres, aujourd'hui, l'UE, elle a un peu évolué là-dessus et donc elle a quelques outils dont elle ne disposait pas auparavant. Ça, c'est une première illustration. L'UE, par rapport à la question des aides publiques, elle était arc-boutée sur le côté interdiction de toute aide publique, sauf sous certaines conditions drastiques, etc., etc. Pourquoi? Distorsion de la concurrence pure et parfaite. Aujourd'hui, l'UE, consciente que face aux États-Unis, à la Chine et tout ça, il faut qu'il y ait des investissements qui soient favorisés, elle accepte sous certaines conditions qu'il puisse y avoir des subventions. Sur la question de la protection des entreprises et du filtrage des investissements étrangers, au départ, l'UE avait une conception ultra restrictive de ça. Grosso modo, c'était la défense, la sécurité, tout ça. Et pour le reste, il n'était pas possible pour un État de mettre en place un mécanisme de filtrage des investissements étrangers. Aujourd'hui, l'acception en la matière, elle est beaucoup plus large et elle donne davantage de latitude aux États d'avoir une loi qui permet de se protéger bien mieux qu'auparavant des investissements étrangers. L'Allemagne, qui faisait partie des pays réticents, d'ailleurs, a elle-même pris conscience, à travers quelques histoires un peu malheureuses où quelques fleurons se sont fait racheter par des Chinois, etc. Mais elle a elle-même pris conscience qu'il y avait la nécessité de faire un petit peu attention, pas uniquement dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc voilà, il y a quelques petites évolutions, je ne les ai pas toutes évoquées, mais voilà, qui donnent un petit peu d'espoir et qui permettent de dire, bon, la naïveté, les faiblesses dont on parle, elles ne sont pas forcément irrémédiables. Tout n'est pas figé. Ça bouge aussi un petit peu. Voilà, donc c'était ma petite touche d'optimisme dans l'histoire. Mais vous vouliez tous réagir, je crois. Ouais, moi, sur l'optimisme, pareil. Moi, quand je me dis que l'UE va mal, je regarde nos copains anglais. Et je vois tous les gens qui étaient pour le Brexit et qui aujourd'hui disent que c'est la plus grosse connerie qu'ils ont fait. Donc, certes, il y a plein de choses à améliorer en Europe, je pense, sur l'Union européenne. Effectivement, comme tu l'as dit, Jean-Michel, moi, je suis assez d'accord. On est trop lent à la réaction. On n'arrive pas à réagir vite. Ça, c'est un vrai souci. Plus d'Europe sociale, je pense qu'il y a un sujet sur l'Europe sociale et sur ce marché qu'on se veut unique. Mais effectivement, comment on arrive à régler notre dumping entre nous, même si, Alex le disait tout à l'heure, il y a la même chose aux États-Unis entre différents États. Et pourtant, ça marche. C'est le chat qui le disait. C'est le chat. Pardon, mais comme le chat le disait. Mais du coup, je pense qu'effectivement, il faut qu'on fasse évoluer. Je suis assez d'accord avec ce que disait Emmanuel sur... ouais, il faut qu'on arrête d'être trop naïf ou trop puriste. Il faut qu'à l'Europe, oui, on dit, OK, on rentre dans la guerre avec les Chinois et les États-Unis et ben, on applique un peu les mêmes choses qu'eux. Par contre, après, ça ne fera pas tout. Si on n'a pas les investisseurs, moi j'ai dit, qui innovent un peu plus, ben on se perdra. Quand on est bon en innovation et sur le produit, on est meilleur que les autres. Je dirais en compétitivité. Fabrice le disait tout à l'heure, chez Airbus, champion européen, du coup c'est bien champion européen, on ne se pose pas la question, on est en avance. Et par rapport à ton patron, quand Renault est en avance et qu'il y a une norme européenne qui contraint les autres et qui les emmerde, ils sont contents d'avoir la norme européenne. Quand ils commencent à prendre un peu de retard, ils disent que l'Europe, c'est pas ça, quoi. Mais, sauf qu'à un moment donné, moi je me rappelle toujours, il y a très longtemps, j'étais voir le patron de Renault, il a dit, les normes, elles sont scalées,
Et il ne faut surtout pas que vous les bougiez, on les a en vision, il faut qu'on s'adapte. Et aujourd'hui, ce qu'il nous disait il y a quelque temps, et encore pas très longtemps, et même Lucas Déméo, aujourd'hui, comme ils ont pris un peu de retard, il dit c'est l'Europe qui nous empêche de. Mais non, c'est bien parce qu'on n'y croit pas, qu'on ne veut pas y aller, qu'on a perdu l'innovation. Clairement, sur l'automobile, je veux dire, à la CFDT Métallurgie, depuis 2021, on a dit qu'il faut aller plus vite. Et il n'y en a aucun qui a été plus vite. Ils se sont dit, c'est en 2035 qu'on va changer d'ici là, on va revenir au thermique. Mais non, on ne reviendra pas au thermique. Les Chinois, ils n'ont pas attendu, ils y ont été. Et c'est là qu'il faut qu'on continue à aller plus vite. Isabelle, tu voulais réagir ? Je suis assez d'accord, mais en écoutant ce que disait Stéphane, je me disais finalement, le problème, est-ce que c'est Bruxelles ou c'est aussi d'autres acteurs, d'autres intérêts qui poussent dans une autre direction. Et j'en viens à ce qu'on disait, on discutait de la CSRD et le devoir de vigilance. La pression politique, elle vient pas des entreprises européennes. Elle vient des États-Unis. Elle vient de l'extérieur. Elle vient des États-Unis essentiellement. Elle vient du lobby pétrolier qui a d'autres objectifs. Et ça, il faut aussi, je crois, s'en rendre compte. Je dirais que on a quand même tous les éléments pour réussir, mais il faut aussi un peu croire en notre projet. Et le plus grand projet qu'on ait pu faire, c'est bien le projet de la transition, de répondre aux enjeux climatiques. C'est quand même bien un enjeu existentiel qu'on a face à nous. Et de ne pas aller plus vite, comme disait Stéphane, parce que je crois que syndicalement, on est tous d'accord, la réponse, c'est pas de ralentir, c'est bien d'accélérer, ou en tout cas de bien garder le cap. Mais pour ça, il faut des outils, il faut des moyens, et il faut réagir très vite. Après, le projet européen, si on remonte encore à son origine, et je pense que les générations qui arrivent l'ont peut-être un peu oublié, c'est qu'il n'y a pas eu de guerre depuis un moment. Alors sur celle de l'Union européenne, j'entends, parce que si on rajoute la Yougoslavie, c'est moins vrai. Mais ce n'est pas anodin quand même, parce que c'était quand même l'origine du projet européen, et c'était la base philosophique, politique, au sens le plus fort du terme, qui a justifié qu'on essaye de travailler ensemble avec toutes les complexités de devoir travailler ensemble, parce que malgré tout, c'est un projet qui réunit des nations, et c'est pas tout à fait la même chose que le projet européen. Enfin, le projet américain, ils ont quand même passé par quelques guerres eux aussi avant d'en faire un pays. Ça n'a pas été d'une fluidité absolue non plus pour arriver à la situation du pays tel qu'il est aujourd'hui. Autre réflexion, on se dit ce serait bien, tiens, maintenant on va pouvoir plus facilement soutenir nos entreprises nationales. Très bien, mais dans ce cas-là, on ne se plaint pas si les Allemands qui ont un budget qui est nettement plus fort que le nôtre subventionnent leur entreprise à notre détriment. Parce que ça veut dire ça aussi. Si on accepte, si on se dit chouette, laissons un peu de liberté aux pays pour subventionner leur entreprise, pour attirer Tesla, pour attirer tel ou tel investisseur chinois ou américain ou d'autres, ou telle industrie sur son territoire, je vais le subventionner. Je rappelle quand même que le contrôle des subventions, c'était justement pour faire une concurrence qui était saine, équilibrée sur le territoire européen. Si on remet un peu en cause ça, la France n'ayant pas le budget le plus équilibré qui soit et les moyens financiers les plus importants, je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant à se dire, chouette, permettons à des pays de subventionner leur industrie de manière plus libre. Parce qu'il faudra accepter ce dumping. Et par ailleurs, on dit, mais oui, on ne comprend pas, dumping fiscal et dumping social. Oui, il y en a. L'Irlande, typiquement, est connue pour ça. OK. Alors, soit on demande à l'Irlande d'augmenter ses impôts, soit on demande à la France de baisser ses impôts. Ça a l'air assez compliqué quand on voit les débats à l'Assemblée nationale pour essayer de trouver des sources de financement pour équilibrer le budget. Comment on fait ? Ça veut dire quels sont les efforts que nous sommes prêts à accepter pour
aller vers cette uniformité ou une plus grande uniformité sur les politiques sociales et fiscales qui rendrait en effet le marché européen plus juste dans son un vrai marché, en tout cas sans barrière. C'est pas certain que ça ne fasse pas à notre détriment. Il n'est pas certain que le modèle social européen homogène soit celui que nous connaissons en France aussi. Donc voilà, attention aussi dans ces ambitions-là, parce que si on les affirme, et on peut les affirmer, mais encore faut-il en accepter les conséquences. Est-ce que je peux... Alors, je voulais en fait réagir à une question du chat. Donc ça fait un moment, et une des questions qui a été formulée dans la salle, parce que je crois qu'elles pointent toutes les deux sur les incohérences du cadre institutionnel européen. Là, il y avait une question tout à l'heure, c'était sur les États aux États-Unis qui peuvent attirer à eux des industries, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider de baisser les impôts pour y attirer des industries, au détriment d'autres États fédéraux également, tous étant soumis à des règles budgétaires assez strictes. Chaque État doit être à l'équilibre. Donc si vous baissez les impôts, que vous attirez à vous des industries, vous allez avoir plein de recettes fiscales parce que c'est moins de taux d'imposition, mais sans doute beaucoup plus d'activité, donc vous y êtes gagnant. Mais alors le voisin qui a tout perdu, lui, il est bien embêté. Mais pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que c'est possible? D'une part, parce que les Américains pensent qu'en baissant les impôts, vous incitez à l'activité économique. Bon, voilà, ça peut être un principe, en tout cas c'est celui dans lequel ils croient. Et ensuite, il y a un budget commun de transfert. Le budget fédéral aux États-Unis, il n'est pas du tout à l'équilibre, il n'est pas contraint par des règles idiotes d'être en dessous de 2%, 3%, 15%. Il est là où il doit être pour assurer le bon fonctionnement de l'économie américaine. Donc ça facilite évidemment cette situation. Nous, on ne peut pas le faire puisque nous, on a des contraintes strictes au plan national et pas de budget européen. Enfin, 1%, 1,5% du PIB, qui doit, lui, être à l'équilibre par ailleurs. Donc, il ne sert pas à faire de la relance. Ça, c'est un premier problème institutionnel qui nous distingue largement des États-Unis. Et le deuxième, c'est l'histoire de ces spreads. Les écarts de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, l'Italie et l'Allemagne, etc. L'Allemagne étant évidemment ce pays extraordinaire qui a les taux d'intérêt les plus bas. On a une banque centrale européenne qui a été conçue par des traités, qui n'a toujours pas comme fonction d'être le prêteur en dernier ressort des États membres. La Réserve fédérale des États-Unis est prêteur en dernier ressort du gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique. Si le gouvernement fédéral dit on est désolé, on est en faillite, pas de problème, on va créer des dollars. Ok, bon, ça fera peut-être de l'inflation, ça fera des déséquilibres quelque part, mais tout le monde retrouvera son argent. Nous, on n'a pas ça. Mais ce qui est grave, c'est que on le sait depuis la création de la Banque centrale européenne, que les opérateurs de marché ont vraisemblablement cru que c'était un oubli dans un traité, mais que dès qu'il y aurait des tensions sur ces spreads, la Banque centrale interviendrait en prêteur en dernier ressort. Elle ne l'a pas fait. On s'est trouvé avec une crise dite des dettes souveraines qui n'a rien à voir avec les dettes publiques, mais beaucoup avec les dettes privées, qui a été une catastrophe pour de nombreux pays, et notamment pour la Grèce. Mais pourquoi j'en parle maintenant? C'est parce que il y a le bon côté des choses que rappelait Emmanuel. Il y a plein de choses bonnes qui se sont produites en Union européenne, dont un arsenal de politique monétaire incroyable. On fait des trucs incroyables que les États-Unis ne nous envient pas, mais n'osent pas faire. Pour l'instant, ils ne nous envient pas, ils n'osent pas le faire. On a eu des taux d'intérêt négatifs pour les banques pendant 8 ans. Donc moi, je fais court et je disais à mes étudiants, allez à votre banque, si vous propose un taux d'intérêt qui n'est pas négatif, vous leur claquez la porte au nez. Elle dit, oui, pourquoi? C'est moins 75. Alors, ok, qu'ils se fassent une marge, les banques, mais qu'ils vous proposent au moins 0,25. Ils ont la somme qu'ils veulent à moins 0,75%, qui vous donne moins 0,25. Chaque année, ils vous paieront 0,25% d'intérêt sur votre emprunt. Donc, on a fait ça, quoi. Et donc, ça a sauvé les banques. Ça a sans doute sauvé l'euro. Ça a eu des vertus. Bon. Et on a maintenant des outils pour lutter contre des spreads de taux trop importants. Et là où ça va mal, c'est que la BCE ne les utilise pas. Alors elle ne les utilise pas parce qu'elle les conditionnerait au fait que la France respecte un certain nombre de conditions, comme le fait de se mettre sous le contrôle des institutions parce qu'on a des déficits trop élevés.
c'est vrai qu'on n'en a pas envie. On n'a pas envie que ce soit le Fonds monétaire, la Banque centrale européenne et la Commission européenne qui débarquent dans nos ministères. Ça change déjà suffisamment souvent. Si en plus, il faut qu'on ait des nouveaux acteurs qui parlent peut-être pas le français, on va rien comprendre. Mais on a les outils pour y mettre fin, mais on les met pas en place. Et c'est ça qui est parfois désolant avec l'Union européenne, c'est que on croit qu'on a bien retenu la leçon. Il y a une troisième leçon que je voudrais évoquer, une autre chose que je voudrais évoquer, et on l'a pas retenue. L'autre chose, c'est on tombe dans des crises économiques très fréquentes. On tombe dans une crise de Covid incertaine. On tombe dans une crise d'inflation. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise la politique budgétaire, fiscale, pour y mettre fin. On augmente les déficits, on augmente les dettes, mais on y met fin. On a eu beaucoup moins d'inflation en France qu'ils n'en ont eu en Allemagne, par exemple, parce qu'ils n'ont pas voulu utiliser ces outils-là. Nous, on l'a fait. Et on pourrait, moi, en tant qu'économiste, je me dis, toute la profession des économistes va se dire, la politique budgétaire, ça marche. Et donc, je me dis, les pouvoirs publics vont dire la même chose. La politique budgétaire, ça marche. Ça marche à quoi? Ça marche à limiter l'inflation quand il y en a. Ça permet de contribuer à la relance de l'activité quand il le faut. Et puis, quand l'activité est bonne, il faut sans doute faire de la consolidation. Mais pas de l'austérité, pas au mauvais moment, au bon moment. Mais en fait, tout ça est oublié. Alors, on regarde les chiffres, 115% de dette pour la France en proportion du PIB, on n'a pas la moindre marge de manœuvre. C'est absurde, parce qu'on est loin d'être revenu à l'équilibre. On ne peut pas dire qu'on est au plein emploi, que tout va bien, qu'on n'a pas d'enjeux existentiels comme la transition écologique. Et ça, c'est assez désolant avec l'Europe de ne pas retenir les leçons de nos erreurs. Merci. Il nous reste une poignée de minutes. Ça sonnait comme une conclusion. Alors certes, heureusement qu'on a un petit verre après qui va permettre de nous remonter le moral. Mais sinon, en ce qui concerne les autres participants, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot ou est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on s'arrête pour aujourd'hui? Il y avait une dernière question dans le chat que j'ai laissée bien trop longtemps. Justement sur la norme café, mais qui fait aussi un peu une conclusion un peu peut-être caricaturale, mais justement en disant sur la norme café, attendez, je la reprends, ils sont préparés depuis des années avec une règle connue, ils sortent les produits au moment nécessaire avec des remises possibles et sauront la franchir. C'est un faux alibi des constructeurs. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut les laisser faire ce qu'ils veulent et le lobby qu'ils veulent, et quel serait dans ce cas-là un lobby plus syndical? Sur un norme café, ils avaient largement le temps de s'y mettre. Clairement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les constructeurs français ont fait des choix. De mettre sur le marché des véhicules plus chers, plus difficilement abordables. L'État n'a pas toujours fait les bons choix, et au moment du PLF, et quand il disait on va enlever les bonus, mais nous à l'époque on a été voir le ministre, on lui a dit c'est une connerie, il faut de la stabilité. Moi je dis il faut garder de la stabilité, et la norme café, elle est stable, hein. Ils savent depuis longtemps qu'elle va arriver, ils pouvaient le faire. Il me semble que nous du moins on dit qu'ils pouvaient le faire à la CFDT, on s'est battu pour. Il y a encore pas si longtemps, je rencontre le patron de Renault de temps en temps, à peu près tous les ans. L'an dernier, ce n'était pas un sujet. L'an dernier, ils disaient on y sera. Cette année, ils disent on n'y est plus. Mais parce qu'ils n'ont peut-être pas voulu, parce qu'après, l'État a un peu changé sur son leasing social, sur les aides. De mon point de vue, il ne faut pas bouger les normes. Si on veut une stabilité, si on bouge les normes, on n'arrivera pas à innover. C'est-à-dire que si on recule la norme, on va se dire on a le temps, et donc on va continuer à faire différemment. Et quand on décide d'une chose, que ce soit pour norme café ou pour toutes les normes que l'Europe décide, les industriels ils disent moi j'ai besoin d'avoir une vision moyen, long terme, ça dépend de l'industrie, et qu'on s'y tienne. Mais sur la norme café, sur les véhicules électriques, c'est un objectif à 2035 pour l'électrique à zéro. Le café, c'était maintenant. Ils savaient, ça a été la même chose quand il y a eu Euro 6, Euro 7, sur toutes les normes automobiles. À chaque fois, ils nous ont dit on a besoin d'accélérer pas, mais il faut aussi que tout le monde comprenne que la norme doit être source d'innovation.
Et plus on connaît la norme, et plus on y rentre de suite, et bien plus on innovera et on sera en avance. Aujourd'hui, si on recule la norme café, eh bien, on vendra plus de véhicules chinois et moins de véhicules français, de mon point de vue. Après, cette norme, comme toutes les autres, premièrement, il faut que ces normes s'appliquent à tout le monde, c'est-à-dire aussi sur les produits qui rentrent sur le sol européen. C'est la première, c'est là quand même la chose la plus essentielle pour que sur le marché européen, les normes qu'on s'impose à nous-mêmes pour des raisons citoyennes quelque part, d'avoir une atmosphère qui soit moins polluée ou moins chaude, elles s'appliquent bien entendu à tous les produits qui rentrent sur le sol européen et donc en particulier sur les véhicules chinois. Ensuite, s'il doit y avoir taxation de nos entreprises, il faudra quand même mesurer le coût social de tout ça, parce que ça peut en avoir un quand même. C'est peut-être pas complètement anodin. Et je pense qu'il faut aussi s'assurer, parce que c'est de la fiscalité pour les entreprises, mais il faut peut-être s'assurer que ces fonds qui sont récupérés soient utilisés à bon escient, peut-être justement pour aider ces mêmes entreprises à investir dans des technologies qui permettent d'atteindre ces normes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cercle vertueux qui se mette en œuvre, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'à contrario, on en arrive à affaiblir encore un peu plus qu'elle ne l'est notre industrie automobile. Donc c'est un équilibre délicat à trouver. Je pense qu'en effet qu'il n'est pas certain que tout le monde ait fait les efforts au bon moment. Tout le monde n'y a peut-être pas cru. Que les règles, en effet, c'est un peu étrange que les entreprises qui sont favorables à des règles stables, quand ça les arrange moins, elles sont assez friandes qu'on puisse les changer au dernier moment si nécessaire. C'est un peu comme le code du travail, ça. Ils nous disent que c'est un code du travail qui est toujours très excessif, mais dès qu'il y a un sujet qui ne leur va pas et qu'un tribunal a rendu une décision qui ne leur convient pas, ils demandent à ce que le code du travail évolue. Donc c'est toujours un peu étrange, ça. Mais donc faisons attention non plus que ces possibles pénalités ne viennent pas mettre à mal des industries, parce qu'une entreprise, une usine qui ferme, elle ne rouvre jamais, et qu'on utilise à bon escient ces taxes qui seraient imposées à nos entreprises, et surtout que les véhicules chinois soient soumis aux mêmes exigences. Isabelle, tu conclus ? Oui, très vite. Il y a quelque temps, la Banque centrale européenne d'investissement a sorti une étude qui portait sur les problèmes face auxquels les entreprises étaient confrontées. Et les principaux problèmes, c'était ni la réglementation, ni les questions de coût du travail ou de réglementation du travail. C'était le prix de l'énergie, l'incertitude et le contexte géopolitique et les pénuries en compétences, en fait. Bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous d'avoir été ici présents, d'avoir accepté de débattre. Merci à la salle d'avoir contribué aussi à la discussion, ainsi que tous ceux qui étaient en ligne. Donc, bonne soirée à tous. Et puis, retrouvons-nous là-haut pour ceux qui le souhaitent pour prolonger la discussion.